Et salut tout le monde, comment ça va? Bienvenue au rendez-nous. Comment ça va BPT? Comment s'est passée ta semaine? Ah, ça va bien. Un peu fatigué parce qu'on a juste parlé il y a quelques heures maintenant. On est sorti d'une discussion avec Gérard Filoche. Oui, T'avais parlé avec lui la semaine dernière. Là, moi, j'ai parlé avec lui cette semaine. Et c'était vachement intéressant, hein. Bah, du coup, tout ça sera sur ta chaîne. j'ai On se trop aimé votre rejoint. discussion, franchement je l'ai trop aimé. Allez voir ça, ratez pas Ouais? ça les gens. Vous avez approfondi des points où j'ai toujours eu des petites questions. Et même moi sur mes positions, je suis pas trop sûr sur deux trois détails stratégiques et tout. Et vous êtes vraiment allé dans des détails. En plus on sentait vraiment que Philoche, il aimait la conversation, tu vois. C'est vraiment genre, on sent qu'il adore parler de politique avec des gens et d'approfondir tout ça, mais peut-être il n'a pas toujours des gens qui auront nos points de vue, qui lui Ouais, poseraient ouais. genre le genre de questions que nous on lui a posé. T'as très bien géré la discussion, je trouve. Bravo. Alors, ce soir, on va aborder quelques sujets d'actualité, quelques petits trucs qu'on a envie de vous dire. Mais aussi, on va avoir notre nouveau segment, recommandation, club vidéo, on ne sait pas encore trop comment on va l'appeler, mais on devait regarder Pleasantville. Oui, Est-ce que tu as regardé Pleasantville? j'ai fait mes devoirs Ah, pour une c'est fois. bien. On va pouvoir en parler du coup. Et oui, Et bien sûr, on terminera tout ça avec le segment questions-réponses. On vous en parlera un peu plus tard. des grosses questions cette semaine. N'hésitez pas à continuer à les poser d'ailleurs si vous voulez. Alors, est-ce que toi, il y a des gros sujets? Parce que moi, il y a des gros sujets que j'aimerais traiter, surtout sur les intelligences artificielles, mais Ouh, pas vraiment genre ce qu'on a d'habitude, genre, oh, il y a un nouveau produit quoi. Là, il y a deux petits trucs où j'aimerais traiter si tu veux. ouais, vas-y. On se lance direct? Ouais, go. De quoi tu veux nous parler? Alors, déjà, en fait, OpenAI a changé. Donc, OpenAI, c'est ceux qui gèrent ChatGPT. Ouais. Et ils ont changé un petit peu leurs conditions d'utilisation. Et subtilement, on n'a plus vraiment dedans l'interdiction catégorique de l'utilisation militaire. Jusqu'à maintenant, il y Non. avait ah bah voilà. Sérieusement? Jusqu'à maintenant, il y avait une interdiction pour une utilisation militaire qui était plutôt large, tu vois? Genre, il faut jamais l'utiliser. Mais récemment, ils ont un petit peu développé ça. Ils ont essayé de dire: «On peut quand même des fois l'utiliser» et la seule chose qu'ils ont essayé de laisser dedans, c'est: «On peut pas l'utiliser pour créer des armes». Créer des armes, mais pour d'autres Ouais. usages militaires, ça serait ok. N'utilisez pas notre service pour vous faire du mal ou pour faire du mal aux autres. Et vous n'avez pas le droit de développer ou utiliser des armes. Je sais Par pas, je contre, fais ils ont tellement pas retiré le confiance. fait Ouais. de l'utilisation militaire et dans les guerres. Après, qu'est-ce qu'une arme, tu vois? Encore une fois, c'est la définition d'arme. Moi, Ouais. je sais pas, je vais faire zéro confiance au complexe militaro-industriel sur le Ils fait ont de pas se servir de ça. ils ont essayé de dire: «Oui, non, imaginez un infirmier dans l'armée, il a besoin d'utiliser ChatGPT». Oui, imaginez, on a besoin de rapidement dispatcher dans des hôpitaux des malades et on veut le faire avec une caméra pour connaître leur... Ouais, c'est ça. Vous allez juste C'est ça, utiliser ouais. pour faire une tête chercheuse de missile pour aller tuer On un sait pas. enfant Ah, palestinien. attention, pas de diffamation, Pas de... oh, d'information. désolé, pardon. Ouais, c'est pas du tout Par ça qui est contre, en train de se c'est vrai qu'il y passer. a des liens très, très, étroits entre Microsoft et OpenAI, hein, et que Microsoft a pas mal de contrats avec les États-Unis d'Amérique, quoi. Donc on peut se dire qu'ils ont besoin de se délier un peu les mains pour certains contrats, tu vois? Pas du Bref, tout rassurant. Pas du tout rassurant. On en avait parlé sur ce podcast il y a quelques moments. Il y avait eu le premier humain tué ouais, par un drone 100% autonome, enfin qui a pris la décision, c'était la décision ouais, d'abattre quelqu'un qui était fait de façon par l'informatique, quoi. automatisé, quoi, C'était... ouais. oh, c'est incroyable, hein. C'est tellement flippant. On a aussi Et vu sur le conflit en Cisjordanie, des drones, enfin non, c'est pas ça, c'est sur la bande de Gaza, le choix des cibles, de la façon dont Israël choisit les cibles, ils ont entraîné un système qui se base sur une base de données de décision passée de ah ouais, l'armée d'accord. israélienne.
Et du coup, ils reprennent les mêmes décisions, mais les décisions sont de base, genre, génocidaires, tu vois. Donc, c'est une catastrophe. Enfin, vraiment, c'est ultra flippant. Toute cette. L'IA dans le militaire, c'est. D'accord. Mais ouais, moi, c'est plus pour qu'on se rende compte que. Parce que tu sais, il y avait le fameux truc de genre, oui, les IA, c'est dangereux, mais eux, ils ont l'air gentils. OpenAI, ils ont l'air de vouloir faire bien les choses. Hmm. Ils ont fait en sorte que l'AI avait plein de choses qui étaient interdites et qui soient gentils. Tu te rappelles? Il y avait tout ce Ouais. Il y avait discours toute une derrière. com là-dessus, ouais. Bien sûr. Ouais. Malheureusement, tant que c'est pas littéralement complètement ouvert et libre d'investigation, tu vois. Bah, et que c'est une propriété qui est par une organisation qui est opaque, bah en fait on peut pas empêcher le fait que cette organisation ait des intérêts qui nous échappent et du coup bah on peut pas vraiment avoir la main là-dessus. Alors que c'est un Et truc donc ouais. absolument essentiel. Je veux dire, c'est une avancée technologique. Moi, franchement, au début, quand ChatGPT est sorti, je me suis dit, d'accord, on est quand même sur un truc. Moi, j'avais des grosses attentes par rapport à tout ce que ça pouvait bouleverser. C'est plus que c'était hein. Et ouais, t'as totalement raison. Il y a eu un truc, en fait, on en a parlé l'autre jour, mais ce qui s'est passé, c'est en fait, on comprend ça aujourd'hui, ils ont mis à disposition des gens quand c'était le modèle genre GPT 3.5, ils ont mis ça à disposition des gens, une technologie de fou. Moi, je me souviens au début de ChatGPT, j'avais testé plein de choses. On avait eu des conversations même sur genre le futur socialisme, à quoi Ouais, ça c'est assez pouvait. impressionnant et Ouais. aujourd'hui, ça s'est un peu détérioré. On ne sait pas si c'est volontaire ou si c'est juste au fur et à mesure que les données s'empirent, on ne sait pas trop. En tout cas, aujourd'hui, c'est pas de la même. Il y a aussi des gens qui pensent que ils essaient de réduire le coût et donc ils réduisent la puissance qui est dédiée à chaque demande qui est faite, tu vois. Moi, ce Mais que je pense aussi, c'est qu'il y a un truc de. Ils mettent le truc bien derrière un paywall pour avoir de l'argent. Ils ont mis. non, mais même le truc bien est devenu moins bien en fait, c'est ça le Même le truc. truc bien devient moins bien, mais Ouais. il y a deux effets. Ouais. Et un autre truc sur l'intelligence artificielle que j'aimerais traiter, j'ai pas envie qu'on reste trop sur l'intelligence artificielle, mais ça me semble important quand même d'en parler de ce deuxième truc-là, c'est qu'il y a une technologie qui se développe pour les artistes. Alors je trouve ça assez marrant. Ça s'appelle le fait d'empoisonner tes images. Ils ont inventé une technologie, donc ça s'appelle Nightshade. C'est un outil. Ouais. Il y a aussi une autre technologie qui s'appelle Glaze AI. Et en fait, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de mettre un filtre par-dessus ton image, quasiment indiscernable à l'œil humain. C'est juste des petits artefacts, un peu comme tu sais quand tu enregistres une photo en JPEG, il y a des petits artefacts, tu vois. Ouais. Et du coup, c'est un peu visible quand même, mais pas trop. Mais pour une machine, ça fait exactement les petites modifications qui le mettent sur le mauvais chemin. Par exemple, quand on va entraîner un modèle en utilisant ta photo qui est empoisonnée avec ce filtre, Ouais. il va associer le mot qui est associé à ta photo, il va l'associer à quelque chose qui ne correspond pas à ta photo. Donc quand quelqu'un va te demander le style de Oh. ta photo, il va peut-être mettre des chats parce que tu lui as donné des informations qui étaient importantes pour lui, mais pas importantes à l'œil humain, qui lui font croire que ta photo représente un chat. D'accord, donc c'est un truc qui est spécifiquement conçu pour genre juste foutre la merde et Ouais, faire en c'est sorte que ça. les IA puissent pas du tout reconnaître C'est correctement ce qu'il y a dans le truc. exactement. C'est super Donc intéressant ça, ouais. Donc ça peut être utilisé par des artistes pour, par exemple, tout leur art qu'ils publient en ligne utilise ces filtres-là. Comme ça, on ne peut pas reproduire, on ne peut pas associer le nom de leur art à un modèle et du coup entraîner un modèle pour ton art à toi, tu vois. Ce serait ça l'idée. Ce serait que personne puisse mettre ton nom et avoir de l'art qui a ton style à toi. Parce que c'est ça qui Oui. dérange quand même les artistes et c'est légitime parce que tu dis, je me fais chier à essayer de proposer un art très spécifique et on peut juste le reproduire en marquant juste mon nom dans Midjourney ou je sais pas quoi. L'art IA, c'est une catastrophe pour l'humanité. C'est un tel désastre. Ouais. Non, faut pas que je démarre un rant là-dessus parce que ça va être interminable.
Par contre, Mais un c'est une autre catastrophe. usage qui est présumé, c'est que des gens vont juste publier des millions de photos empoisonnées, par exemple plein de photos de chats, mais qui représentent, je sais pas, Une une paire de voiture. fesses. Merde de face. Et quand quelqu'un demande un chien ou un chat, il y a des parties génitales, tu vois. Et de complètement détruire J'aime bien le concept. tous les générateurs J'aime bien le concept. Non, d'images. mais c'est bien, c'est bien. Après, ouais. Mais tu avais parlé aussi d'alternatives qui sont en train de se développer à ChatGPT parce que t'as des modèles qui essayent de rivaliser, mais en faisant du truc libre open source. Parce que tu disais, ouais, il faut avoir Ouais, ça. C'est en là qu'on fait, aura vraiment le pouvoir sur ce genre de technologie en tant que. ouais, c'en est qu'au début et je pense qu'il va falloir vraiment réinventer parce que pour l'open source, c'est pour le logiciel, tu vois. C'est un logiciel qui est open source. Alors que là, on parle de modèles entraînés et du coup, il va falloir réinventer une manière de partager de manière ouverte les modèles parce que tu l'entraînes sur des données. Est-ce que les données sont, elles, ouvertes? Parce que dans ce cas-là, c'est des terras de données à mettre à disposition. Et Elles ouais. sont pas toujours libres. Parce que ce qu'a Euh, fait OpenAI pour avoir cette base de données complètement gigantesque pour entraîner son modèle, ouais, c'est on on présume qu'ils ont présume que ce scrappé qu'ils ont tout fait, Internet. ce qui semble probable, c'est que ce qu'ils ont fait, c'est juste de littéralement choper tout Internet, tous les Ouais. sites, tout le contenu. Enfin bon, c'est juste probable, mais ouais, on va. Ouais, très compliqué comme question. Comment on fait pour avoir une base de données comme ça et Ouais. avoir des. Ouais. Sortons un peu de ce délire AI, d'accord? Parce que c'est important d'en parler, mais franchement, moi je le dis depuis un moment. Est-ce que les AI, techniquement, même les milliardaires qui ont les moyens, est-ce que vous voyez des produits aujourd'hui qui servent à quelque chose pour le moment avec des IA? C'est pas encore là. On n'est pas encore là. C'est vrai que la Donc, divergence entre la hype des IA, la quantité d'espace dans le débat ouais, public que ça prend et tout, et concrètement, genre, en quoi est-ce que votre vie a été améliorée, enfin, par l'apprentissage machine, on va dire, en général, on peut ouais. peut-être dire des trucs, mais chat GPT, les chatbots, les trucs de génération d'art par IA, à part voler de l'art, etc. Enfin, non, techniquement, votre vie, vous pouvez pas lister, genre, 5 trucs que ça améliore dans votre vie, alors que des technologies genre l'iPhone, etc. Là, on pouvait clairement pointer du doigt. Je pouvais pas faire ça avant, maintenant je peux le faire. Ma vie de tous les jours est modifiée, quoi. Vu qu'on en avait parlé énormément dans un autre épisode et que c'est un sujet très important, j'aimerais qu'on passe 2 secondes pour mentionner quand même l'énorme satisfaction d'apprendre que le Conseil constitutionnel a quand même retoqué énormément du contenu de la loi immigration. Ouais. Oui, oui, j'allais en parler aussi. Ouais, ouais, non, c'est. Donc, on a énormément de choses dans cette loi retoquées. Euh, Surtout les pires choses, en fait. Surtout les pires choses. Et bon, c'était assez. En fait, le truc, c'est qu'il y avait quand même une chance que même les pires choses ne soient pas retoquées par le Conseil constitutionnel. On se souvient sur la réforme des retraites, le Conseil constitutionnel n'a pas retoqué des choses où c'était la première fois qu'il y avait toute cette procédure utilisée en même temps. Donc, moi, j'avais quand même mes inquiétudes. J'avais mes inquiétudes malgré le fait qu'apparemment, le gouvernement, en fait, ils ont vraiment essayé de faire en sorte que ce que eux voulaient de la loi ne soit pas retoqué par le Conseil constitutionnel, mais les trucs les plus extrêmes que LR a rajouté, enfin les sénateurs LR ont rajouté avec la commission mixte paritaire et au Sénat, enfin bref, tout le processus législatif, que ces choses-là soient retirées. Parce que je sais pas si tu as vu, il y a François Malocena sur Twitter qui a fait un super thread d'explication. Mais en fait, quand tu vas voir les requêtes que le gouvernement a fait, parce que le gouvernement communique avec le Conseil constitutionnel, et ils leur ont dit en gros, dites que c'est un cavalier législatif, cet article-là, ils ont fait la liste des articles, et en gros, ils ont vraiment préempté la décision, enfin, ils ont formaté, ils ont donné un certain angle, et au final, la décision du Conseil constitutionnel, c'est à peu près Ouais. ce que le Après, gouvernement avait pour dit. tout ce qui est stratégie politique, les trucs politiques, politiciennes et tout, ça, si tu appuieras là-dessus sur tes streams à toi. Moi, je voulais juste mentionner quand même il y a quand même beaucoup de choses dont on avait peur qui ne sont pas passées, qui ne seront pas dans la loi, comme par exemple
le fait qu'on doive demander sa nationalité si on est né en France entre 16 et 18 ans ou je sais pas quoi, des choses importantes comme ça, la conditionnalité des aides, Ouais, c'est des choses qui ne sont pas aujourd'hui. Enfin, c'est une énorme satisfaction et ouais, un on souffle soulagement quoi, de savoir on qu'il y a, respire. il y a plein de personnes qui vivent avec nous qui ne méritent pas d'être traités comme ça, qui ne seront pas traités comme ça, puisque le Conseil constitutionnel a retoqué ça, tu vois. Donc après, oui, on peut parler du fait qu'il y a plein de trucs qui vont pas quand même, mais j'aimerais aussi qu'on mentionne que tout ce qui nous a complètement alarmé, il y a pas mal de trucs qui ne sont plus aujourd'hui, qui ne vont pas être mis en application, tu vois. Ouais. Après, il y a un truc qui m'inquiète quand même. Bien sûr, c'est un gros soulagement pour des millions de personnes dans ce pays. Il y a un truc qui m'inquiète quand même, c'est que la raison qu'a donné le Conseil constitutionnel pour ne pas accepter ces trucs, c'est que c'était des cavaliers législatifs. Ça veut dire que ils n'ont pas dit, en fait, c'est contraire à la Constitution de porter une grave atteinte au droit du sol ou de conditionner des aides parce que ça rompt avec un principe d'égalité dans la Constitution. Ils ont dit, en fait, c'était pas pertinent. Le cavalier législatif, c'est quand tu dis, c'est pas pertinent à la Ouais, décision, après, à l'objectif attends, global de la loi. Et du coup, ça j'ai bien m'inquiète juste compris, parce que mais je me dis peut-être que par la suite, ils vont retenter. Et là, on sait pas. Enfin, il y a encore un doute, tu vois. Enfin, c'est. Mais en tout cas, ouais, on est ok, soulagé à l'heure actuelle, bien moi sûr. je vais ignorer ce petit détail parce que de toute façon, les raisons que donne le Conseil constitutionnel à chaque fois qu'il donne une décision ne me satisfont jamais en fait. Non, c'est vrai qu'elles sont tout le temps très très Donc, bizarres. C'était très bizarre pendant la réforme des retraites, ouais, les justifications. c'était bien. Moi, d'un côté purement pragmatique, je vois juste ce qui s'est passé et que ça sera pas appliqué. Donc voilà, moi je suis content de ça. Ouais, moi, je sais. Ok, ok. Je donne des petits détails, mais ok. Euh, Ensuite, est-ce que tu sais qu'il y a une nouvelle loi, parce que ça on n'en parle pas, une nouvelle loi européenne. Les gens, rappelez-vous quand même que on décide qui va au Parlement européen. Il y a une élection qui est dans maintenant 134 jours. Ouh, 133, si vous écoutez ça demain à la sortie de l'épisode sur toutes les plateformes, yes. pour l'Europe. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'Europe oblige maintenant Google, donc tous les utilisateurs qui sont au sein de l'Union européenne, de Google, pourront choisir quels services partagent leurs données. C'est-à-dire que, selon cette obligation, Google, vous pourrez aller demander à Google de ne pas partager les données de vos recherches Google avec, par exemple, votre navigation YouTube ou, par exemple, Google Maps. De C'est ne bien pas avoir ça. votre géolocalisation partagée avec votre recherche Google. Ça peut être pas mal, ça. C'est très bien ça. Donc il y a tout ça. Il y a aussi des règles sur l'interopérabilité. Et en fait, on se dirige petit à petit vers un système où on pourra juste utiliser nos données qui sont récoltées par Google et juste pouvoir partir simplement. Tu vois, si un jour tu as Google Drive, ok, et que tu en as marre de dépendre du Drive de Google, eh ben, Ouais. les lois qui sont votées actuellement en Europe te permettent de manière de plus en plus simple de t'extirper des monopoles, des gold, Ouais, ouais. Des des monopoles jardins numériques, dorés. des géants des GAFAM et tout, ouais. Euh, voilà, donc Très très c'est bonne très nouvelle cool. ça. Ouais. C'est très cool. Et c'est juste pour rappeler, voilà, c'est juste le petit moment où on rappelle que l'Union européenne a une assez grosse marge de manœuvre parce que ça représente un espace économique énorme. Et Google peut juste pas dire OK, je me casse, tu vois. À un pays, ils peuvent le dire. Ils peuvent dire à un pays, ben, juste vos utilisateurs n'ont plus le droit d'utiliser notre plateforme chez vous. Mais Mais c'est pas vrai à qu'on. Ouais. l'Union européenne. Donc, c'est pour ça que c'est utile de pouvoir agir à cette échelle-là. Et donc, c'est juste pour rappeler que l'élection dans 130 jours, apparemment, 51% de la population serait inintéressée par cette élection. Voilà, je fais Mais non, mais non, ma mais petite non, mais action non. pour réintéresser C'est. les gens à Faut pas l'élection. prendre en compte les sondages, les gens. Arrêtons juste, ignorons collectivement les sondages. Mais c'est vrai qu'il y a un truc où beaucoup de gens sont critiques de l'Union européenne pour des bonnes raisons. Il y a plein de bonnes raisons d'être critique des institutions européennes et veulent fortement les changer, voire quitter l'Union européenne. Il n'y a pas de souci avec. Il y a des arguments pour vouloir fortement changer les institutions, écrire des nouveaux traités, enfin vraiment aller
sur une refonte radicale de l'UE, moi, il n'y a pas de souci. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas participer aux élections. Et il y a tellement d'impacts importants. On disait cette semaine sur le stream que une voix gagnée pour une liste d'intérêt général, la liste la plus d'intérêt général selon vos intérêts, une voix gagnée pour cette liste, c'est 10 voix gagnées pour les prochaines élections, peut-être les élections présidentielles 2027 par exemple, parce qu'en fait, ça a un tel effet de boule de neige sur la narrative médiatique qui va suivre. On a déjà parlé beaucoup de ça, mais voilà, ne négligeons pas les élections européennes. Encore cette semaine, j'ai encore dû regarder du contenu de médias qui se disaient de gauche, qui littéralement préconisaient qu'on s'intéresse le moins possible aux élections européennes, qui étaient en train de dire le gouvernement veut faire diversion en nous faisant croire que c'est important les élections européennes, il faut s'y intéresser le moins possible. Et à la place, il faut boucher les toilettes des JO pour rester là, genre non, venez, on repart pas sur un arc anti-élection. Non, les élections, la politique électorale, ça compte énormément. Et c'est pas un truc de... ça compte énormément matériellement sur la vie, sur vos vies en fait, sur vos vies, sur la narrative politique en France et donc sur les chances respectives de quel mouvement pourrait gagner, pourrait avoir un avantage ou en tout cas supprimer des narratives médiatiques possibles. Par exemple, la narrative que l'extrême droite était en tête aux européennes 2024, les macronistes étaient en tête, la gauche n'était pas unie et la liste NUPES était même pas la première liste à gauche. Enfin, on peut, étape par étape, empêcher, genre vraiment on bypass chaque problème, chaque narrative, hop, plus on fait de score, plus on élimine comme ça des arguments possibles des médias mainstream pour tenter de défavoriser le camp de l'intérêt général, quoi, tout simplement. Donc, faut faire le taf. Et nous, on va faire tout ce qu'on peut pour les européennes, on va se mobiliser sur le terrain. Ok. Je rappelle quand même le fonctionnement de l'émission. Vous pouvez à tout moment aller sur lerendez-nous.fr ou alors dans le lien qu'il y a dans le chat actuellement. Vous pouvez aller sur Ko-fi et nous faire un don pour soutenir l'émission. Et en faisant ça, vous pouvez poser une question à laquelle nous répondrons dans le segment questions-réponses à la fin de l'épisode. Donc n'hésitez pas. Vous pouvez poser des questions assez variées, hein, que ce soit sur des choix gastronomiques ou des opinions ou des idées. Par exemple, quelqu'un nous a recommandé de proposer aux gens, s'il y a une idée que vous ne savez pas comment défendre ou que vous ne savez pas comment débunker, de juste nous demander comment est-ce que nous on ferait. Ça peut être hyper intéressant d'en parler pendant le podcast. La dernière fois, je sais plus sur quel épisode, on a aidé quelqu'un à convaincre ses collègues qu'il fallait lutter pour un truc et tout. C'était hyper spécifique et je pense qu'on a donné une super bonne réponse d'ailleurs. N'hésite pas à nous dire comment ça s'est passé si tu as essayé d'utiliser nos arguments. Ça va être marrant. N'hésitez pas. D'ailleurs, je suis allé sur... Il y a 2 personnes, ou 3 personnes je crois, qui ont laissé des commentaires sur plein d'épisodes sur Spotify. Merci énormément, ça nous aide énormément. Je les avais pas regardés depuis une 5 ou 6 épisodes, donc je voulais t'en lire 2-3. Parce que ça fait plaisir. Des commentaires de l'élite de la communauté. Exactement. Très bon épisode encore. J'adore écouter cette émission au travail. Très très bonne utilisation de votre temps au travail, d'écouter ce podcast. Je vous recommande de le faire. Si jamais ça ne vous met pas en danger. Et ouais. Vous faites du maxing, vous êtes maxeur si vous regardez ça au travail, vous êtes l'élite. Très bonne idée de faire un résumé de toutes les victoires de l'année. Ça montre l'influence que vous avez, ça donne de l'espoir. Ça, c'était pour notre épisode spécial Nouvel An, là. C'était pas mal, c'est cool d'avoir un retour là-dessus. Oui. C'était très fun. Maintenez ce niveau de fun, s'il vous plaît. Alors, j'espère qu'on est au niveau de fun dont la personne parlait. J'espère qu'on est pile poil sur ce niveau-là de fun. Je pense qu'on n'a jamais dépassé le niveau de fun actuel. J'adore le nouveau segment recommandation. Merci pour le contenu. En vrai, on a fait une seule recommandation pour l'instant. Ouais, mais l'idée même, tu vois, c'est juste l'idée même du segment. Bravo, en tout cas. Bravo. Ça fait plaisir quand même d'avoir ces petits commentaires. Nous, ça fait plaisir que l'émission vous plaise. N'hésitez pas à partager et surtout mettez
des 5 étoiles, des petits likes et tout sur les plateformes. Parce que ça nous aide vraiment. En fait, ça pourrait permettre à ce que les plateformes fassent le travail à votre place. Là, on vous demande à vous d'essayer de partager ce podcast et beaucoup d'entre vous le font, ça fait très plaisir. Volez l'iPad de votre grand-mère et abonnez-vous sur Apple Podcast à ce podcast-là, comme ça, juste elle va ouvrir l'appli un jour, dire quoi, c'est quoi ce truc, pourquoi j'ai tous les épisodes téléchargés, et juste elle va se mettre à écouter et elle va petit à petit moins regarder CNews et BFM. L'idée, c'est que les plateformes commencent à recommander d'elles-mêmes notre contenu et ça peut se faire que si à la base il y a des commentaires, des trucs et tout. Faut faire l'union à la base, c'est ça que t'es en train de dire. On va continuer. Alors moi, j'ai failli répondre à un commentaire sur YouTube. Tu te rends compte de ça? Il faut pas faire ça, il faut pas lire les commentaires. Tu sais que j'écris en énorme sur mon tableau là, genre ne pas lire tes commentaires. Genre c'est une de mes checklists, le matin je me réveille et je suis obligé de voir que je dois pas lire les commentaires. Ouais, non. J'ai failli répondre à un commentaire sur YouTube. C'est quoi le commentaire? Je me suis dit, je vais peut-être y répondre directement dans le podcast. Comme ça peut faire un petit moment. J'ai envie d'en parler quand même. Mais je voulais pas c'est faire la seule façon que c'est valide de répondre à un commentaire si c'est du contenu. Mais oui, je voulais pas faire une énorme tirade où c'est juste une personne sur YouTube qui va le lire. C'était sur les ceintures de sécurité. Pendant notre réaction à l'émission de Emmanuel Docès, j'ai dit à un moment qu'en France, on obligeait les gens à porter des ceintures de sécurité parce que parce que on savait que ça les protégeait et que du coup c'était rentable de le faire parce que on veut qu'ils restent en vie. Et du coup, vu que c'était très peu de travail à faire pour qu'ils restent en vie et que ça leur enlevait pas beaucoup de liberté, du coup, on les obligeait à le faire. Donc, c'était ça ma défense, tu vois. Ouais, logique. Et la personne disait, non, l'État ne veut pas nous protéger, l'État s'en fout complètement si on meurt, l'État, si on meurt, ça l'intéresse pas. L'État nous empêche de ne pas mettre de ceinture de sécurité parce que ça va lui coûter cher si jamais on a un accident de voiture et qu'on doit aller se faire rembourser par la sécurité sociale. Moi, ma question... Donc, c'est intéressant comme point de vue, tu vois, c'est challengeant, tu vois, c'est... Ah oui, en fait, l'État est là juste pour l'argent, ils veulent juste pas gâcher l'argent, et en fait, ils sont là juste pour l'argent. Mais le fait que la sécurité sociale te rembourse si jamais t'as un accident de voiture et que tu meurs, est-ce que c'est pas un petit peu le système qui veut pas que tu meurs quand même? Ouais, donc, techniquement, oui, les deux sont pas incompatibles en fait. Bah ouais. Oui, la ceinture de sécurité, on t'empêche de la mettre pour pas perdre d'argent parce qu'on va de toute façon essayer de te sauver. Si on essaie de pas de te sauver, on n'a aucune motivation de pas perdre de l'argent puisqu'on va juste te laisser mourir. C'est-à-dire que si on essaie pas de te sauver, on va pas dépenser de l'argent avec la sécurité sociale. Donc si tu as un accident, on va pas te dire de pas mettre ta ceinture, tu vois. Mais dans ce cas, ça revient quand même au même. Au final, on veut quand même pas que les gens meurent. On va quand même dépenser de l'argent qu'on a tous mis en commun via des cotisations ou via des impôts pour essayer de sauver les gens qui ont des accidents. Donc, je sais pas, de mon point de vue, les deux sont pas incompatibles et de toute façon, au final, c'est quand même pour sauver les gens parce que on pourrait imaginer une société dans laquelle on veut pas vraiment, l'État ne veut pas se sauver les gens, mais du coup, il n'y a pas de sécurité sociale, tu vois. Oui, ouais. Enfin, je vois la clarification, je vois la subtilité de la réponse à ce qu'il essayait de dire, ouais. Et pour moi, l'État essaie quand même que vous mourrez pas. Hein. C'est dans son intérêt. Puis... Mais aussi, je pense qu'il faut ramener la conception que l'État, c'est nous. Oui. Parce que j'ai l'impression qu'à une certaine époque, c'était plus répandu de considérer l'État, c'est nous, on a le pouvoir démocratique dessus, etc. Mais les gens ont tellement été désillusionnés par le système de la 5ème République, de toute la politique professionnelle, tout ça, que maintenant, ils se disent plus jamais, genre, l'État, c'est moi, l'État, c'est nous, on décide collectivement. Ils voient ça comme un truc lointain, séparé d'eux. Et je comprends ça, mais en fait, il faut commencer à imposer maintenant le point de vue que l'État, c'est nous, on choisit, etc. Et comme ça, les trucs qui n'ont aucun sens dans la 5ème République, les gens se disent c'est pas normal, parce que là on a trop normalisé la 5ème République. Mais si
Les gens se disent l'État c'est nous, ça devrait être nous en fait qui prenons les décisions. L'État est censé être l'institution qui directement retranscrit la démocratie, le pouvoir du peuple, le pouvoir des citoyens sur leur propre vie, sur leur propre pays et leur propre existence. Ça veut dire que du coup, il nous faut la 6ème République. Je pense que si les gens considéraient plus que l'État c'est nous, ils se diraient d'accord, donc en fait l'État actuel n'est pas normal, le fait d'être dans ces institutions-là avec ce fonctionnement, c'est anormal et donc le changement doit venir rapidement. Ouais, et Bouger le aussi curseur. au lieu de, à chaque fois qu'il arrive un truc horrible, au lieu de dire le gouvernement ce sont des connards, ils se diraient on a quand même merdé de laisser ça nous représenter. Mais oui. On n'a pas envie, hein, on n'a pas envie. Les gens n'ont pas envie de se dire on a fait une erreur en mettant ces gens-là au pouvoir. Ouais. Il y a quand même un truc toxique de vouloir ne pas du tout prendre de responsabilité pour les votes. Bon, après, j'imagine qu'il y a des gens qui ont plutôt fait le vote le plus stratégique dans l'intérêt général qui nous écoutent, mais. Après, c'est pas grave dans tous les cas. Hein. Quoi que vous ayez voté par le passé, on s'en fiche un petit peu. Bien sûr. L'important, c'est ce qu'on votera par l'avenir, par contre. Et oui, ne pas répéter les erreurs du passé, surtout. Est-ce que toi, il t'est arrivé des petits trucs que tu aimerais partager pendant cette séance de psychologie Franchement, je sais pas quoi dire. Hein. Parce que sinon, on passe. Moi, j'ai vraiment envie de parler de Pleasantville, en fait. Viens, on parle juste de Pleasantville. Moi aussi, j'ai envie d'en parler. Ok, alors on passe au segment recommandations, club film. Alors les gens, on va tout vous spoiler et on a le droit parce qu'on vous a prévenu la semaine dernière. Donc voilà. Pleasantville. Ouais, le film en question, cette fois-ci, c'est le film Pleasantville. Pleasantville, le film. En 1998. Faut qu'on le dise infini fois. Le film en question. Le film Pleasantville, sorti en 1998. Ok, c'est bon. J'avais 2 ans. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est que je croyais que pas mal de trucs que j'allais recommander seraient des films qu'on a tous les deux vus. Et en fait, toi, tu l'as vu hier soir. Je l'ai regardé hier soir. Alors, est-ce que tu veux pas, toi, déjà nous faire un petit résumé et nous dire ce que t'en as pensé? J'ai regardé hier soir, j'ai pleuré. À chaud. Ah ouais. Stylé. Ouais, non, j'ai vraiment aimé le film. J'ai, genre, premier degré, vraiment kiffé le film. En fait, en plus, moi, j'ai un truc... Ok, bon, attends, faut que je vous raconte le film, alors, un petit peu. Ouais, fais un petit résumé. Fais-nous un petit résumé. Alors, ça commence... on voit le personnage principal, c'est un élève de high school américain classique. Première scène, c'est il veut inviter une meuf en dates et il s'imagine aller lui parler, etc., etc. Mais en fait, on voit qu'en fait, c'était pas lui et ça se passait juste dans sa tête. Fais un petit résumé. Ok. Non, mais en fait, c'est juste pour mettre la vibe du début. C'est juste pour mettre la vibe du début. Bref. Donc le personnage, parce qu'en fait c'est une histoire de, le truc central du film pour moi c'est l'évolution du personnage par rapport à qui il est au début. Ça veut dire un peu le nerd, un peu qui ne s'est pas encore vraiment épanoui, s'est pas vraiment trouvé de qui il est, qui il est en tant que personne, qui va être dans la société. Et tout le délire qui arrive par la suite, c'est que il est transporté dans un univers d'une série, genre vraiment une sitcom des années 50, 60 en noir et blanc, une sitcom américaine avec une famille bien rangée, bien conservatrice, la mère femme au foyer qui fait à manger, qui s'occupe des enfants, qui fait le petit-déj, qui est un peu autoritaire, bizarre, un peu coincé. Et donc... Le personnage, en fait, il rentre dans sa télé, il se fait transporter, un trope assez classique dans tout un tas de films. Ce qui est vraiment cool, c'est le développement. En fait, chaque personnage, au cours du film, a un développement que je trouve juste excellent. Ça veut dire que au début du film, parce que t'as le gars et t'as une fille aussi qui est sa sœur. C'est un peu les deux personnages principaux. Enfin, c'est les deux personnages principaux qui sont transportés dans ce monde de cette sitcom. Et les deux vont évoluer de façon assez différente et voire opposée. Le truc central, 1999 en France,
Ok, je parlais de la date de sortie américaine. Hein. Mais ouais, BPT, moi, tu m'entends? Ouais. Moi, le truc qui m'a. Dès le début, le truc qui m'a vraiment captivé, c'est l'ambiance des États-Unis, du high school et aussi des dialogues, des personnages, des. Genre, moi j'ai vécu aux US et juste ça m'a rappelé des trucs et tout. Enfin bref, il y avait aussi un truc personnel de nostalgie un peu Attends, mais qui a aussi t'as joué, je résumé le pense, film ou pas? dans. Hein? T'as résumé le film? Non, je suis à la moitié environ. Ok, continue. Ils sont donc là, ils sont ils sont dans le monde de Pleasantville, de la série Pleasantville, en noir et blanc. Et en gros, tout le monde joue un rôle. Tout le monde est totalement robotique. Il y a des choses complètement absurdes dans le monde, genre le gars qui doit préparer les burgers. S'il fait pas dans le bon ordre toutes les tâches et si toute la société a une sorte d'ensemble de rouages qui doivent bien fonctionner et s'il y a un truc qui va pas bien, tout le monde est perdu, plus personne sait comment faire son travail. Et en fait, le fait que ces deux personnages du monde actuel soient transportés dans la série des années 60, ça perturbe complètement toute la société avec des effets en cascade, vraiment genre effet papillon. Il y a un petit truc qui se passe pas comme c'est censé se passer dans la série, parce que tous les épisodes sont Ok, évidemment et la série répétitifs. est en noir et blanc normalement. Oui. T'as parlé de ça? Oui, non, l'utilisation de la couleur dans le film, c'est parfait. Genre, c'est Et en tellement fait, bien fait. tous les woke, tous les gens qui deviennent woke dans le Ouais. film C'est littéralement le wokisme qui. deviennent colorés en fait. Ils prennent une couleur dans la série qui est normalement noir et blanc. Et du coup, on voit un mouvement de ségrégation, littéralement pour les gens de couleur. Du coup, Ouais. En gros, en fait, c'est vraiment le truc central du film pour moi, c'est le conservatisme, en fait. C'est vraiment une dépiction extrêmement juste de ce qui pousse les gens à être conservateurs, en fait, de la mentalité conservatrice et juste le fait d'être contre le changement fondamentalement. Et franchement, en tant qu'œuvre, je trouve que ça cerne de façon super juste comment les conservateurs, pas les politiciens, pas les politiciens conservateurs qui manipulent les masses pour des agendas, pour des intérêts, pas des grifters, pas des gens dans les médias, pas ce genre de profil, mais juste les personnes de base dans la société qui vont être attirées par le mouvement conservateur. Parce qu'en fait, c'est tout le truc de la fin, de un peu le dernier acte du film, c'est qu'en fait, tous ces gens qui sont juste un peu réfractaires au changement apporté par ces deux personnages arrivés d'un autre monde, qui arrivent dans leur société et qui perturbent tout, ils commencent à s'organiser petit à petit. Il y a le maire du village qui il voit tout le bordel que ça cause à droite à gauche. Il commence à s'organiser pour dire bon, il faut lutter contre ces gens qui sont devenus colorés. Et t'as littéralement la formation d'un mouvement fasciste en temps réel dans le film. Je trouve que c'est super bien fait. Hein. C'est super bien fait. ouais. La scène où la mère prend son bain et se Oui. masturbe pour la première fois, c'est parfait. Genre, j'ai trop aimé cette scène. Elle découvre et son mari est genre, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ouais, genre l'énorme tabou autour de la sexualité des femmes qui Ouais, est complètement mise à l'écart et tout. Mais aussi le, le fait que ça traite vraiment de incel. totalement. C'est hyper. En fait, franchement, ce film a le pouvoir, je pense, de commencer à dématrixer des incels. Hein. Mais Parce réellement, que ouais. ça donne tellement d'espoir. Genre, t'as vraiment le personnage nerd et tout au début. En gros, bon, faut qu'on spoil. Hein. Enfin, oui, de toute façon, on a dit Tout qu'on sera spoilait. On a dit qu'on spoilait. On a prévenu dans l'épisode précédent. Donc, le perso principal, dans ce monde fictif, il arrive justement, vu que là, il commence à être un petit peu respecté parce qu'en fait, sa différence le rend intéressant et le rend captivant pour des personnes dans la société. Et aussi, il commence à agir vraiment de façon basée, quoi, dans ce monde-là. Quoique même lui, il est un peu tiraillé entre un truc conservateur parce qu'il dit mais dans la série c'est pas censé être comme ça que ça se passe, et donc il met aussi la pression sur sa sœur. Il dit non mais il faut que tu sortes avec
ce mec-là parce que dans la série, parce que lui c'est un fan de la série à la base, donc il dit il faut que tu sortes avec ce gars-là, etc. Et sa sœur bien sûr respecte rien vu sa personnalité. Donc au début il est un peu genre on veut que tout se passe bien dans cette société, mais petit à petit il va devenir en fait le leader du mouvement coloré, en gros, des gens qui se dématrixent des années 60 noir et blanc formatés. Et en fait, le message, c'est juste qu'on peut tous se dématrixer. Et c'est surtout un truc de tu peux être toi-même, genre suivre tes rêves, être toi-même, peu importe la façon dont la société t'a formaté Ouais. et t'a endoctriné un peu. J'ai bien aimé aussi que le, le personnage de la sœur n'essaye pas forcément activement de changer les choses ou de justement de pas changer les choses. Juste, elle essaye d'être qui elle est. Le fait qu'elle essaye d'être qui elle est, ça bouscule les mœurs. Mais dans un monde où les mœurs n'attendent pas d'elle ce qui était attendu d'elle dans sa vie à elle, parce que elle, ce qu'elle faisait, c'était surtout par recherche de popularité, tu vois. Or, la recherche de popularité dans ce monde-là, vu que la popularité n'a plus ça n'a plus du tout le même sens, Ouais, ça lui pousse à un moment à se demander qui elle est vraiment elle-même. T'as remarqué ça aussi? ouais, c'est très très vrai, ouais. Et du coup, il y a les deux trucs. Il y a le truc où le outsider, c'est-à-dire qui était rejeté complètement par la société, qui était le frère, lui, quand il arrive dans un monde où il y a toute l'échelle des valeurs est à refaire, il trouve un rôle à jouer. Tandis que celle qui était bien vue dans le monde, quand elle arrive dans un monde où toutes les échelles de valeurs sont à refaire, elle sait plus qui elle est, elle est obligée de devenir un outsider en fait, pour de se demander qui elle est vraiment elle. Et c'est pas mal d'avoir fait les deux aspects, je trouve. Oui, oui. Mais, euh, mais ouais, après, il y a beaucoup de gens qui disent oui, c'est un peu d'avoir littéralement fait les personnes de couleur mal vues par les gens, c'est un peu gros comme un, tu vois, Ah oui, parce que c'est les personnes de c'est un peu couleur, trop évident et genre tout. le parallèle Moi, avec je le pense que non, racisme. justement, il y a des gens qui sont racistes. Je pense qu'on est à ce stade-là pour beaucoup de personnes quand même encore, qui sont racistes et que ce film leur permettra de voir que, parce que c'est que des blancs, hein, quasiment, je Ouais, crois, dans la série. Et du coup, de voir de voir le racisme ou une forme en tout cas de discrimination due à, à littéralement la couleur, du coup, ouais, avoir lieu sur des gens avec qui elle peut avoir de l'empathie parce qu'elle serait raciste, tu vois, ouais. ça peut aussi aider à débloquer Ça peut être une pour ces étape, ouais, gens-là. dans le truc, ouais. Ça peut être une étape pour débloquer. Il y a aussi, si on, si on peut parler des livres, le fait que la culture, ça c'est un gros truc du fascisme, hein, d'empêcher l'accès à la culture et Ah, le seul fait l'art. que la culture... Ouais, J'adore. Non, mais attends. Tu sais, c'est quoi la scène qui m'a fait pleurer? C'est le gars qui travaille au resto, ouais. qui, genre, découvre qu'en fait, il adore l'art et il commence à peindre et tout. Incroyable scène. Genre, j'ai trop aimé cette scène. C'était parfait. Ouais, C'était le fait tellement bien qu'il... amené. Et le truc des. Franchement, l'usage de noir et blanc et couleur. Je l'ai déjà vu dans d'autres films et tout, bien sûr, ce device être utilisé, mais très, très, ça serait bien utilisé. Et c'est mignon, tout le film, il est super mignon, il est super. Moi, j'adore ce truc-là. J'adore cette vibe, genre, innocent, mignon. C'est très enfantin et positif, quoi. Ouais, ça part quand même d'un truc assez simple. Euh, et si t'étais envoyé dans ta série télé préférée, tu vois. Ouais, non, c'est juste wholesome, en Le- fait, c'est wholesome. En fait, ils arrivent à faire un truc où t'as littéralement la formation d'un mouvement conservateur fasciste qui va détruire l'art, brûler, etc., etc. Mais quand même garder une vibe genre super wholesome. Il n'y a pas de... Je trouve qu'il n'y a pas de scène en trop. C'est très épuré en fait comme film. Ouais, bah écoutez, je vous conseille, si vous l'avez pas vu, même avec les spoils,
Mais est-ce Je que pense tu que sais vous allez l'adorer. est-ce que tu sais quel impact culturel ça a eu? Parce que moi, je t'avoue, j'ai pas beaucoup entendu parler de ce film, hein. Bah, les gens se sont arrêtés à l'aspect oh, les gens de couleur, c'est du racisme et tout. Et ça a été assez critiqué Ah pour ouais, ils ont dit, ça. ah, c'est trop caricatural. Ils ont dit c'est niais, c'est un peu trop caricatural. Et je pense qu'aujourd'hui, maintenant qu'on voit Moi, c'est ce vraiment que j'aime bien. l'impact de, enfin, le retour de la théorie enfin, c'est tout le truc sur les incels, sur le fascisme et tout. Je pense qu'en fait, le film avait beaucoup plus à dire que ce que les gens ont entendu à l'époque, et l'écouter aujourd'hui, c'est encore même plus puissant que le jour de sa sortie. Donc je pense qu'il mérite un petit relent d'intérêt, ce film. Mais un des thèmes centraux du film pour moi, c'est que les gens sont enfermés dans un train-train quotidien et ils passent à côté de leurs passions, de leurs rêves, de leurs aspirations profondes, de leur Ouais. vocation, de trucs comme ça. Et ils sont aliénés, tu vois. C'est le gars qui fait les burgers ou la femme Ouais, au c'est foyer qui incroyable. est Ouais. Ou même l'homme bloquée. qui arrive, la scène où l'homme arrive chez lui et dit je suis de retour. Oui, Et la personne répond et il comprend même pas à un niveau genre un c'est niveau parfait. mécanique, il comprend pas. Il dit attends, pourtant je suis rentré chez moi, Où est j'ai mon posé mon repas? chapeau, Genre, j'ai tu sais, dit il s'attend à ce bonjour que sa et femme ait étouffé, bien sûr. Genre, où est mon repas? Et il ouvre le four, il dit pourquoi le four est pas chaud? ouais, c'est bizarre. Tu sais, un peu comme si genre attends, ça a pas marché ce que j'ai fait. Je suis rentré chez moi, j'ai posé mon chapeau, j'ai dit bonjour et j'ai pas eu mon repas. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais ouais. Et le truc, ils utilisent le fait que tout le monde est censé être en mode automatique constamment et tout est censé bien se passer dans le meilleur des mondes, sans aucune embrouille et tout. Ils utilisent le fait que c'est une série pour dire regardez, c'est tous des automates, ils ont pas de conscience, leur journée ne change pas d'une journée à l'autre parce que tout est parfait, parce que c'est la série. Mais en fait, c'est la vraie vie. Ouais, En en fait, il y a fait, même pas de différence en fait entre les gens enfermés dans une routine ou dans les normes de la société. C'est pareil, quoi. j'aime bien qu'ils disent que tout est parfait dans ce monde-là et que quand les gens arrivent, ça rend les choses imparfaites. Parce que, bah, tu sais, par exemple, ils jouent au basketball et tout le monde met tout le temps le but parce que ils sont tous parfaits. Ouais, Et à partir du moment où ils découvrent le sexe, ils n'arrivent plus à mettre un seul ballon. c'est Et parfait en ça. fait, qu'est-ce que ça dit? C'est en fait que la société est considérée parfaite. En fait, c'est la considération que tout va bien. C'était pas parfait le fait que l'homme arrive chez lui et que la femme ait tout fait. C'était pas parfait ça, mais c'était considéré parfait. Et donc de leur point de vue, les choses s'empirent quand les gens se posent des questions sur leurs conditions, etc. Et donc ils ont réussi à mêler ça au fait que la série n'est plus elle-même. Et du coup, c'est exactement ce que tu disais avec le conservatisme tout à l'heure. C'est le fait que la série doit suivre un script fait que ça critique vraiment la narrative qu'on a vraiment dans la société actuellement, qui est pas un script d'une série, qui est littéralement une narrative où tout le monde doit se marier, avoir des enfants à tel âge, tout ça, tout ça. Donc c'est assez marrant. Voilà, Euh, Attends, t'avais moi autre chose à dire j'ai là-dessus? encore des trucs à dire. Vas-y, vas-y. Il y a un truc où il y a aussi un message sur les médias parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens en 98 qui ont regardé Pleasantville et ils regardaient en fait ces séries-là quand eux étaient plus jeunes ou même Ouais, ouais, ouais. même à ce moment-là, ils regardaient des séries qui mettaient en scène la société des années 60, des séries un peu traditionnelles. Moi, je sais pas, je sais pas si t'as des noms qui viennent en tête, des trucs comme ça, de sitcoms, Happy Days. voilà, des trucs comme ça. Euh, et qui se sont jamais posé la question, mais si j'étais transporté, tu sais, juste tu regardes ça, tu dis, ah, c'est marrant, c'est une vibe, c'est cette Ouais, tu remets société, pas en question du tout. tout va bien, et tu remets pas ça en question. Et là, c'est vraiment genre, attendez, mais 2 secondes, si on prend des gens, si on prend des jeunes de la société aujourd'hui, ils sont transportés dans ce monde-là, ça serait quoi les réactions? Pourquoi on considère normal? Donc il y a aussi un truc où ça interroge largement subtilement, super subtilement, ça interroge les représentations dans les médias et le fait de normaliser des valeurs et des fonctionnements de la société à travers des séries, des œuvres médiatiques, quoi. Un peu subtilement.
Il y a un truc par contre, je trouve que il y a un truc qui est pas trop abordé, c'est le système économique. Après là, je pars un peu loin, d'accord. Mais le message, c'est quand même, les gens sont empêchés de faire ce qu'ils veulent, et une fois que tu as des perturbations, ils se rendent compte qu'en fait, par exemple, le gars, il se rend compte que sa vocation, c'était d'être artiste, c'était de peindre. Et en fait, dans Pleasantville, tu peux juste dire, tu peux juste être touché par la couleur, tu peux juste sortir de ton matrixage et commencer à peindre, et t'as le temps pour le faire, et ça se passe bien. Et on dirait que c'est juste un changement idéologique qui doit advenir, c'est-à-dire si on te montre qu'en fait tu peux faire différemment, qu'en fait tu peux vivre ta vie, etc. Il n'y a pas vraiment une critique de la lutte de classe et tout. Ouais, et enfin après, moi, je dis pas que ça aurait dû être différent. Pour moi, le film est déjà super, il n'y a aucun souci. Mais si je veux aller plus loin que ça, si on veut réaliser une société qui ressemble plus à la société finale de Pleasantville, où tout est en couleur et les gens sont plus libres de faire les activités qu'ils veulent, de suivre leur passion, de s'épanouir, d'avoir des relations comme ils veulent, d'avoir du temps, etc. Et bah, il va falloir changer des trucs matériellement. Ça veut dire, tu peux pas juste du jour au lendemain quitter ton taf à faire des burgers et commencer à peindre, parce qu'en fait, bah, des conditions matérielles, quoi. Actuellement, tu as besoin de ce travail pour survivre. Donc c'est le truc pour aller plus loin. Si on veut le réaliser réellement, techniquement, il y a des changements matériels à implémenter dans le fonctionnement de la société, quoi. Voilà, je voulais juste dire ça. Après, ouais. Non, c'est juste que si tu traites trop de sujets, déjà, ça traite énormément de sujets, ça traite le racisme. Je suis pas du tout en train de dire qu'il faut changer l'œuvre, mais je dis aux gens qui auraient regardé le truc qu'il y a un lien avec un... Ouais, bien sûr. Il y a une façon de réaliser, d'optimiser, de faire en sorte que le plus de gens possible passent de noir et blanc à couleur, quoi. Il y a quand même un côté, dans ce film, il y a un côté Matrix. C'est-à-dire, tu vois, le film Matrix, il a permis à des gens de comprendre le truc qu'il y a un cadre social, et en fait, tu peux comprendre que tout le monde est une simulation, et en fait, que toi, tu peux te réveiller et être au-dessus de la mêlée, et en fait, tout ça, ça sert à rien et tout. Et je trouve que c'est assez caricatural dans Matrix, et c'est dur de comprendre la mise en application de ta réalisation que tu as du film Matrix dans ta vraie vie. Et je trouve que c'est beaucoup mieux réalisé dans le film Pleasantville, où dans le film Pleasantville, c'est effectivement, il y a un monde qui est une simulation, puisque c'est littéralement une série télé, dans lequel un personnage montre aux gens Eh oh, vous êtes dans une série télé. Et ça, c'est beaucoup plus simple, du coup, de pouvoir faire le parallèle en nous rendant compte que nous-mêmes vivons dans une société avec des règles, et que il suffirait que quelqu'un vienne nous secouer pour que peut-être on change radicalement, et qu'on soit radicalement nos mœurs, et qu'on soit beaucoup plus heureux au quotidien. Et donc ce parallèle-là, il est beaucoup plus simple à faire en voyant ce film-là qu'en voyant le film Matrix, qui part très vite dans de la science-fiction, et qui parle plus trop au bout de une demi-heure de film de la vraie vie, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire, pas faux. Pas faux. Donc c'est assez cool. C'est assez cool, je trouve. Surtout que, bah, comme tu le citais tout à l'heure, le moment où parce que normalement, ok, je raconte juste cette scène spécifiquement. Vas-y. Normalement, il y a un patron d'un pub, d'accord, qui travaille avec le personnage principal. Et donc normalement, le personnage principal arrive et il décharge le camion, et il commence à préparer la nourriture. Et là, du coup, le personnage principal fait autre chose à ce moment-là, parce que c'est pas un personnage de la série. C'est une vraie personne qui fait autre chose à ce moment-là. Du coup, il se dit mince, je suis en retard pour aller au pub. Il va au pub au final. Et il arrive, et qu'est-ce qu'il voit ? Il voit le mec en train de nettoyer le bar. Mais quand tu regardes le bar a littéralement plus de peinture. C'est-à-dire, la personne a nettoyé tellement le bar qu'il a enlevé la première couche de peinture, et que maintenant on voit directement de l'acier. Il restait complètement bloqué en mode je nettoie ça tant que l'autre tâche ça fait n'est pas peut-être 3 faite. heures qu'il nettoie. Et du coup, il lui dit mais vous êtes en train de faire quoi ? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête ? Et il dit d'habitude quand t'arrives, tu décharges le camion. D'habitude quand le vendredi, je nettoie le bar, puis après tu arrives, on décharge le camion, je prépare les steaks, tu prépares la laitue, je prépare le burger. Et après il dit oui d'accord. Vu que t'es pas arrivé, j'étais encore en train de nettoyer le bar. Mais le pire, c'est qu'il y a des gens qui font ça dans la vraie vie. Écoutez, la prochaine fois,
si je suis pas là, vous commencez à décharger le camion? Ah bon? Oui, et comme ça, vous pourrez commencer à faire les steaks. Tout seul? Oui. Mais j'ai jamais fait les steaks. Mais vous y arriverez. Le pire, c'est que dans la vraie vie, il y a des gens comme ça. Ça arrive tout le temps de dire je sors pas de ma zone de confort. En fait, le message, c'est juste sortez de votre zone de confort, je trouve. C'est incroyable. Et que si jamais même de manière inconsciente, après avoir vu ce film ou après avoir montré ce film à vos proches et tout, il y a des gens qui peuvent se dire attends, est-ce que je suis obligé d'agir comme ça dans mon quotidien? Est-ce que moi je me limite pas aux normes qu'on m'impose dans la société? Franchement, je pense que ça pourrait être super, quoi. Non, en tout cas, bonne découverte. Est-ce Moi, que, j'ai vraiment est-ce kiffé. que tu valides le critère de film qui a la potentialité de changer ta vie? Franchement, je vais dire oui. Hein. Je Ah, vais dire super. oui. Pour moi, ça rentre dedans. Changer Cool. ta vie. Après, bon, on est toujours dans le. On est ambitieux, d'accord. J'ai dit que c'était j'ai dit potentiel, c'est-à-dire que Potentiel, bien sûr. pour la bonne personne au bon moment de sa vie, est-ce que ce Non, mais film c'est peut pas un vraiment truc avoir un de impact changer ta vie. C'est positif? un truc de genre, ça ajoute une œuvre à à plein de trucs que tu vas Ouais. Bon, après, t'as dit oui regarder et juste ça va avant, te donc faire. tu peux essayer de cop out après, mais t'as dit oui quand même. Non, mais je dis que ça rentre dans cette catégorie, mais que genre il y a des limites. Parce que les gens qui nous écoutent, ils vont dire quoi? Je vais changer la vie des gens autour de moi en Oh, leur montrant allez, un c'est film, bon. ils vont péter un câble, tu vois. Laissez-nous exagérer un peu parce qu'on kiffe des films, ça va. Non, en tout cas, il était bien. J'ai hâte. Mince, du coup, faut qu'on donne la recommandation pour la semaine pro. Ouais. Du coup, ça, c'était la recommandation pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, franchement, même avec les spoils qu'on a fait là, il y a tellement de scènes dont on n'a pas abordé Ouais, non, on n'a même pas dit, Il y on a a des même pas choses dit un quart incroyables dedans du truc. encore. Surtout la fin. La fin, techniquement, elle est plutôt bien gérée pour un film qui a. Il y a des films comme ça, ils commencent avec des prémices complètement folles et ils savent pas du tout quoi faire avec et ça piétine, quoi. Ça trébuche. Ouais. Là, ça va, quoi. Là, ça va, c'était pas mal. La fin est vraiment Pour... feel good et j'aime bien ça. C'est anti-dooming. Ouais, ouais. Pour la semaine prochaine, je recommande. Ouais, vas-y. Je propose pour la semaine prochaine qu'on regarde le film Good Will Hunting. Oh, un classique. Je l'ai Appelé vu il y a Will Hunting en longtemps. France. Le destin de Will Hunting au Québec. MDA. Bah Donc non, film. mais celui-là, tout le monde l'a vu, non? En fait, je me rends pas compte. Peut-être que Pleasantville aussi, tout le monde l'avait vu. C'était juste moi qui l'avais pas vu. Non, mais écoute, je suis sûr il y a plein de gens qui l'ont pas vu et même moi ce qui m'intéresse aussi c'est d'en parler surtout. Donc les recommandations c'est bien pour les gens qui l'ont pas vu, mais c'est aussi super pour après faire un débrief ensemble. Vous me Trop l'avez trop bien. teasé, je suis en train d'épier tout internet pour le trouver en VOD. Très, Apparemment, il est disponible sur, très bon plan. sur YouTube en location. Ouais, Will Hunting. Donc, Will Hunting, donc un des premiers films de Matt Damon et Ben Affleck qui les ont mis sur le radar, quoi. Avec Robin Williams. Donc, Bien sûr. je propose celui-là pour passer à un film un peu plus, Bah go, un hein. peu plus. Ouais. Trop bien. On avait deux films sur la télé. on a commencé par Truman Show et Pleasantville, qui sont littéralement deux films où l'acteur principal est dans une série télé techniquement. Oui, c'est le même film en fait. On va changer un peu. Trop bien. Donc pour la semaine prochaine, Good Will Hunting, n'hésitez pas. Ok, alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on passe aux questions-réponses? Si t'as pas d'autres news ou sujets à traiter, Je pense qu'on est moi je crois bien. que Je pense qu'on est j'ai bien un pour peu les tout. questions-réponses. Là, on peut y aller. Donc passons au segment questions-réponses. Alors je suis pas sûr que ça marche parce que j'ai ajouté un outil pour ceux qui nous regardent en direct ou sur la chaîne YouTube pour afficher la question qui est en cours de réponse et je crois qu'il va falloir que tu recharges parce que j'avais essayé de Attends. mettre le nom du film et ce n'était pas présent. Ah, voilà, ça y est, c'est bon. J'avais essayé de mettre le nom du film pendant tout ce qu'on parlait. Ok. Bah écoutez, du coup, le segment questions-réponses, on va maintenant vous mettre les questions directement à l'écran. Quel talent. Donc, commençons par la première question. Je la mets à l'écran. Afin d'augmenter Ah, l'égalité
entre hommes et femmes sur le marché de l'emploi, donner aux hommes un congé de 3 ans comme aux femmes, permet-il cela ou est-ce contre-productif? Attends. Donc c'est la question, c'est sur le congé. Attends, je confonds toujours le congé maternité et le congé parental. Celui de 3 ans, c'est pas le congé parental? Je crois que c'est Celui qui peut aller jusqu'à 3 ans. le congé parental, hein. Donc ça peut être Le pris congé par... parental peut durer 3 ans maximum. Les 2 parents peuvent prendre un congé parental. Donc en fait, c'est déjà le cas actuellement, hein. Oui, c'est déjà le cas actuellement. On peut déjà, prendre un congé de 3 ans. Après peut-être qu'on parle plutôt de élargir le congé maternité. On va pour que cette question serve à quelque chose, on va partir du Oui, principe qu'on parlait du congé maternité, ouais. hem et de dire qu'on proposerait un congé paternité? Alors attends, je regarde un peu. Faut que je me souvienne de comment ça fonctionne. Euh, Parce que du coup, actuellement, en fonction de si t'es la mère ou le Ju père, c'est juste pas la même durée, c'est ça? juste pour clarifier pour les gens qui ne connaissent pas la différence, il y a 2 types de congés. Il y a un congé un congé maternité, un congé paternité. Ce sont des congés juste à la suite de la naissance, qui permettent de gérer juste, l'enfant vient naître, qu'est-ce que vous faites, quoi? Et il y a aussi un congé un peu plus long que vous pouvez demander qui lui n'est pas remboursé, mais vous garantit que vous puissiez reprendre votre emploi, qui est lui le congé parental qui peut durer jusqu'à 3 ans. Et voilà, c'est la différence entre les 2. Et en fait, pour le congé, parental, il peut être pris par les 2 parents, je crois, normalement. Et récemment, Macron avait annoncé que, ça allait passer à 6 mois au lieu de 3 ans maximum, qui est un petit recul quand même, hein, voire un énorme recul. Quelle est la durée pour le congé maternité? Il peut aller, jusqu'à 46 semaines si tu attends des triplés, mais si tu attends ton premier ou deuxième enfant, c'est 16 semaines. Voilà, D'accord, d'accord, d'accord. c'est la grosse marge. Par contre, si tu es un père, là, c'est pas la même chose. Tu pas traité de la même manière. Tu as un congé paternité, qui là, du coup, va te laisser que 25 jours, je crois, au maximum. Lors de la naissance ou l'arrivée de l'enfant au foyer, le congé parental, ouais, c'est pas clair. En fait, en général, tu prends le congé maternité si t'es la mère, ou le paternité si t'es le père, et après, tu prends un congé parental derrière, en fait. Ça semble être ça le fonctionnement standard. Congé Désolé de les gens, moi j'ai paternité. jamais eu d'enfant pour l'instant, donc j'ai pas tous les détails de comment ça, comment ça se déroule, mais je pense que la question c'est est-ce qu'en gros ça devrait être la même durée, le Quelle est la congé? durée du congé paternité? 25 jours calendaires à compter du 1er juillet 2021 ou 32 jours calendaires en cas de naissance multiple. Voilà. Et pour le Donc en maternité? gros, pour le paternité, c'est 25 à 32 jours en gros. Alors que pour le congé maternité, lui, il va de 16 semaines à 46 semaines si tu attends 46 semaines si tu attends des triplés. 26 semaines si tu as déjà, si c'est ton Mais il est troisième pris enfant, tu vois? durant la grossesse. Il est pris, ça peut être un moment dans la Ouais, grossesse, quoi. ouais, ça comprend le congé prénatal et postnatal. D'accord. Voilà. Hem, Question du coup, est-ce que ça serait utile pour augmenter l'égalité entre hommes et femmes sur le marché de l'emploi, de donner aux hommes un congé donc un congé similaire à ceux des femmes? On va changer la question comme ça, parce que c'est déjà le cas que le congé paternité peut être pris par les 2 parents. Je pense quand même que, je pense qu'on peut rajouter peut-être 1 ou 2 semaines, juste Pour pour le des père, raisons ouais. médicales à la femme. Ah oui, oui, à la Ou mère, à ouais. la ou à la génitrice en tout cas, ou au géniteur quoi, la personne qui La accouche quoi. personne portant l'enfant. La personne qui accouche pour des raisons médicales, faut que la personne juste puisse revenir d du front. Et dans ce cas-là, ouais, faire un congé spécial pour ça. Et après, oui, après le congé pour élever l'enfant, pour s'occuper de l'enfant, c'est anormal que ce soit pas la même durée. Et je pense que ça joue malheureusement quand les personnes tu sais, tu regardes l'âge de la femme et tu te dis: «Attends,
peut-être qu'elle va avoir un enfant et qu'elle va me laisser 100 personnes pendant un moment dans l'entreprise où c'est important. Ouais, Enfin, tu bien vois, il y a sûr. des patrons qui vont réagir comme ça. C'est un critère de discrimination Donc ouais, je dans pense que certains ça cas. pourrait déjà permettre de ne pas reproduire les normes de genre de manière violente dès la naissance, parce que pour bénéficier d'un congé payé, il faut absolument que ce soit la femme qui prenne son congé, tu vois, pendant 16 semaines. C'est pas normal, c'est pas normal. Donc déjà pour ça, ce serait bien, et aussi pour que on considère que l'homme pourrait, s'il le veut, prendre ce congé-là. Ça pourrait être bien aussi de le mettre. Donc moi, ma réponse est oui. Ouais, ouais, ouais. J'essaie de regarder, je regarde un peu dans le programme de la NUPES, je suis curieux. Et ils disent mettre la même durée pour les hommes et les femmes dans le congé parental, mais du coup ça semble être déjà le cas. Donc je sais pas si c'est parce que je lis une ancienne version ou, ou quoi. Mais ouais, bah même réponse que toi, moi je suis d'accord avec ce que t'as dit. OK, bah, merci pour la question, et c'est vrai qu'on peut se demander, du coup, si ça aurait pas été plus utile de faire ce move-là plutôt que ce qu'a fait Macron pour, encourager augmenter l'égalité sur le marché de l'emploi, hein. Ouais, un tout Donc petit bonne peu. question. Question suivante. Une autre personne nous a envoyé un petit don sur Ko-fi et nous pose la question suivante: quelle relation hiérarchique vous semble légitime? Euh, Alors Mulch, tu vas te révéler, les relations autorité? de domination avec consentement des deux parties. Non, je rigole. Euh, attends, relation hiérarchique qui semble légitime. Ouais. Bah, on est d'accord qu'il faudra des représentants quand même dans une démocratie. Mais alors, faut faire attention parce que les représentants, c'est différent d'une hiérarchie. C'est-à-dire que tu peux avoir des représentants, mais ils ont pas plus de pouvoir que toi. Bah, qu'est-ce qu'ils font alors? Ils ont Moi, pas plus de pouvoir que moi. je pense que les représentants doivent avoir plus de pouvoir, mais il faut le préciser parce que pour des gens, c'est pas clair. D'accord, bah ouais, donc ouais. Donc toi, tu penses que là, c'est utile? Bah, on Ouais, est moi, je pense. 70 millions de personnes dans le pays. On va se placer dans le truc, on garde des pays comme aujourd'hui et tout, pour être réaliste. 70 millions de personnes, moi je connais des gens qui se disent anarchistes et qui pensent qu'on va faire des assemblées générales avec 70 millions de personnes tous les jours. Ça me semble pas réaliste. Et du coup, il va falloir avoir des représentants. Je pense aussi, moi, dans des entreprises, même si ils sont sous forme de coopérative, le fait qu'on choisisse une hiérarchie, que les gens mettent en place une hiérarchie pour qu'on ait des process où il y a quelqu'un qui a le dernier mot sur qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait pas, tu vois. Ouais, il y a Euh, des gens qui prennent des décisions et il y a d'autres gens qui les appliquent, quoi, c'est forcément. ça. Avec une possibilité de dire j'ai pas envie de le faire, et de lancer un débat au sein de l'entreprise, pourquoi pas, tu vois. Mais il y ait quand même un moment quelqu'un qui dise on fait ça, on fait ça, on fait ça, tu vois. Et que du coup ça permette d'avancer pour qu'il se passe quelque chose, quoi. Oui. Et aussi, nous, on a aussi dit que même dans notre système qu'on propose post-capitaliste, etc., dans certains cas, vous aurez des entreprises où le caractère hiérarchique sera encore plus élevé, par exemple. Enfin, même sans vraiment de démocratie interne. Ouais, ouais, ouais. Notamment, si c'est des entreprises qui viennent de se créer au tout début, il y a 3 personnes. Ouais, Le si fait si une qu'il y ait personne a un une employeur et vision, 2 employés, ah, moi, ça me pose pas de souci. Pour moi, le caractère en gros, euh, exiger qu'une entreprise soit une coopérative vraiment démocratique parmi tout le monde, avec tout le monde à même pouvoir de décision, etc., etc. Pour moi, il y a des seuils pour ça. Et je suis d'accord, tu m'as convaincu là-dessus. Seuil d'une certaine taille, un certain nombre de personnes qui travaillent, parce qu'en dessous d'une certaine taille, tu peux pas. Et en plus, ça serait pas légitime. Tu as des cas où quelqu'un a travaillé extrêmement longtemps, a mis énormément d'efforts, énormément d'énergie pendant beaucoup, beaucoup d'années pour que le collectif. Parce que là, on parle ultra, ultra large. Les gens, ça peut être une entreprise qui produit des films, ça peut être une entreprise attention, qui ouais, mais propose ça des empêche. services technologiques, ça peut être une boulangerie, ça peut être tellement de choses. Mais vous avez une personne ou un petit groupe de personnes qui a
beaucoup plus travaillé et beaucoup plus investi sur le long terme sur cette entreprise. Et après, le fait d'avoir juste une personne qui est embauchée et directement, elle a littéralement autant de pouvoir de décision que les gens qui ont démarré le truc, moi, ça me semble pas tenable, quoi. Ça n'empêche pas que certaines entreprises seront complètement flat au niveau de l'organisation et fonctionneront bien parce que ça s'adapte à certains process, tu vois? Pour Ouais, des agriculteurs, par exemple, je pense que ça serait, assez facile de faire des coopératives où, personne prend la tête sur les décisions et c'est juste les gens produisent tous ensemble. Il y a aussi, après j'essaie de comprendre un peu, comment est-ce qu'on pourrait expliquer ça? Parce que techniquement, c'est une hiérarchie, mais tout ce qui est la justice, tout ce qui est l'ordre, le fait d'avoir une police, ouais. est-ce que je pense que ça va être pris en compte comme une hiérarchie parce qu'on Bah oui, oui, on c'est une donne des hiérarchie. droits très clairs à certaines personnes que d'autres n'ont pas, et ça pour moi c'est légitime puisque si on décide tous ensemble de mettre en place des lois, il faut aussi décider de comment est-ce qu'on s'assure qu'elles soient respectées et tu pourras pas faire autrement que de mettre en place une hiérarchie où des gens sont capables de te faire remarquer que tu ne l'as pas respecté. Parce que si tout le monde est capable de dire qui a respecté quoi, on se retrouve dans une situation où, personne ne peut dire, avoir le dernier mot et dire: «Non, en fait, c'était ça l'explication», tu vois? Alors que dans une société où on a clairement une hiérarchie pour dire qui, a le rôle de t'arrêter, qui a le rôle de juger de tes actions, qui a le rôle de, appliquer ta peine, là, au moins, ça permet de pas s'en mêler les pinceaux et que tout le monde, heu, Ouais. prétende que c'est l'autre qui est en tort, au niveau de la loi et que lui n'a rien fait et qu'il a la légitimité égale aux autres et que donc il se passe rien, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et puis, hiérarchie légitime. Pour moi, l'armée, je vois pas trop comment, si le pays doit se défendre face à une attaque et il y a une armée, je vois pas trop comment l'armée peut être autre chose que absolument hiérarchique. Ça veut dire qu'il y a le pays prend des décisions Ouais, ils respectent démocratiquement des ordres qui et il y sont a des donnés, ordres donnés à des ils ont pas de soldats. Ils liberté doivent, d'action du tout. ouais, ils doivent obéir ou sinon ils sont plus dans l'armée ou ils sont sanctionnés. Enfin, essayer de me décrire un système où l'armée, ça serait un fonctionnement démocratique parmi tous les soldats qui décident comment ça pourrait marcher, tu vois. Le pays prend une décision de comment elle va se défendre et l'armée fait le travail. Et s'il y a des gens qui doivent être envoyés pour faire une opération, pour faire un truc, ces gens-là doivent obéir à des, à des ordres, non? Je sais pas, je vois pas trop d'alternatives là-dessus. Donc tout ça pour répondre, moi je connais des gens qui disent oui mais il faut abolir toutes les hiérarchies et d'autres gens qui vont être un peu plus subtils qui vont dire il faut abolir toutes les hiérarchies illégitimes et moi je suis plus d'accord avec ça. Moi de base j'ai envie de minimiser évidemment le nombre de hiérarchies parce que pour moi il faut que tout le monde soit individuellement le plus libre possible donc on veut le minimum possible de hiérarchie pour que tout le monde puisse être quand même libre individuellement heureux et son bien-être garanti etc. Et pour moi, c'est ça, c'est Ouais, ce qu'on a dit là, c'est les minimums de tu hiérarchie disais dont il va tu disais falloir. illégitime beaucoup disent aussi arbitraire. Si jamais la hiérarchie elle est arbitraire, pourquoi est-ce qu'elle Ah oui, existe? oui, On oui. l'enlève, quoi. Ah oui, Donc oui, c'est toute pas mal relation aussi. hiérarchique arbitraire, ouais. Ouais. Ça, faut les virer, ouais. Et aussi, il faut comprendre qu'on parle de relations hiérarchiques sur lesquelles tu as un certain degré de pouvoir. C'est-à-dire que si tu es dans l'armée et qu'on te donne des ordres et que tu dois les suivre et cetera, il faut aussi que tu aies la capacité quand même, bon, pas au beau milieu d'une mission, tu vois? Mais de pouvoir quitter l'armée si tu as plus envie de faire ça. Pareil si tu es dans la police, pareil si tu es dans la justice, si tu es dans une entreprise, il faut absolument que tu ne dépendes pas de manière vitale de ton emploi pour survivre. Parce qu'il faut que tu sois capable de pouvoir te casser si jamais la hiérarchie te pose problème et tout ça, ça rend les hiérarchies, qui semblent légitimes, encore plus acceptables, bien sûr et c'est nécessaire que ces hiérarchies soient régulées et pas on les laisse pas juste, partir en vrille, quoi. Ouais, mais c'est des hiérarchies consenties parce qu'on est obligé de le faire, quoi. C'est pas des hiérarchies qui se basent sur la domination, sur une oppression d'un groupe sur un autre. Voilà, je pense que ça répond. Il y a beaucoup de gens qui disent il faut, enfin ouais, qui sont juste contre toute hiérarchie, etc. Moi, je trouve ça très naïf et pas forcément
faisable dans la vraie vie, donc j'évite un peu de... Mais bonne question, ouais. Ouais, bonne question. Question suivante. D'ailleurs, n'hésitez pas, vous pouvez continuer à poser des questions. Je remets le lien. Go. On reste là tant qu'il y en a. Les outils marketing modernes. Oula, est-ce que ça prend tout l'écran? Non, ça va. Presque quand même. Les outils marketing modernes permettent de générer de gros articles de blog sur tous les sujets. Ces articles sont destinés à être lus par des humains alors que personne ne les a écrits. Ça me choque un peu. Et vous? Attends, tu parles des articles, c'est des articles écrits par IA, c'est ça? J'ai l'impression, hein. Alors oui, si c'est ça, moi j'ai un immense problème avec ça. Ouais, c'est un des impacts négatifs ultra néfastes des IA, des générations de textes pour essayer de faire du contenu. C'est un des plus gros impacts actuellement sur Internet. C'est en train de casser la qualité de plein de moteurs de recherche qui maintenant te sortent des résultats de sites complètement fake en fait, écrits par des IA où c'est juste du charabia. Mais il y a des mots, ça a l'air présenté d'une façon où c'est un vrai site créé par des humains. Et ça a l'air de faire sens, en fait, à premier abord. Mais quand tu regardes, en fait, le contenu, c'est très générique. Et le pire de tout, c'est que les prochaines itérations des prochaines IA sont réentraînées sur des immenses bases de données aspirées d'Internet qui comprennent eux-mêmes des éléments générés par les IA d'avant. Donc ça réduit de plus en plus la qualité de l'information et c'est un gros souci. Hein. Je rappelle que toutes les informations produites par les IA, il n'y a aucune garantie que ça soit des vraies informations, que ça soit sourcé, que ça soit quoi que ce soit. Tu demandes à une IA de générer un blog sur l'historique de toutes les télés Samsung ou je ne sais quoi. Il peut complètement vous inventer les noms des modèles, les tailles, les choses comme ça. Sauf que le site peut avoir l'air complètement réaliste. Et tu dis, là, je suis en train de tomber sur des vraies informations. Et ouais, Bon, pour les moi, gens c'est qui vraiment... génèrent ces sites ouais. sont les pires personnes sur Terre. Pour moi, ce serait vraiment le moment de mettre en place une sorte de label où tu dis que ton article a vraiment été écrit par un humain. Le problème, c'est comment tu le prouves. Moi, je pense que c'est de plus en plus facile de détecter qu'un article est complètement inintéressant et donc sans doute généré par une IA. Malheureusement, on ne pourra jamais être sûr que c'est pas écrit par un humain. Il faudrait que tous ensemble, on commence à... Bon, après ça, ce sera des outils qu'on devra développer. Pour le moment, moi, je n'ai pas le temps, mais j'y pense de plus en plus. Il faudrait développer des outils qui permettent de mettre en commun des bases de données de sites qui ont l'air d'être complètement fake et qui devraient être complètement retirés des résultats de recherche des Moteur navigateurs de de recherche. recherche. Moi, j'utilise une extension qui permet de faire ça, qui permet donc je crois qu'elle s'appelle Highlight or Hide Search Engine Results, où je Ok. peux, quand il y a un site qui vraiment, et sur le site, je suis là en mode, attends, il y aura jamais la réponse à ma question, il y a tous les mots-clés pour être bien vu dans le moteur de recherche, je veux plus jamais tomber sur le site de ma vie, tu vois. Ouais. Et ben, ça serait bien que cette base de données-là soit mise en commun, un peu comme Sponsor Block fait pour les timestamps des sponsors sur les vidéos YouTube, tu vois. Ouais. Dès que tu trouves un truc, tu la rajoutes dans ta base de données, tu te reposes sur plein d'utilisateurs qui mettent à jour ta base tout le temps. C'est bien ça, ouais. Ensuite, par contre, par rapport à ce que demandait la question, est-ce que ça nous choque que des outils marketing modernes permettent de générer artificiellement de gros articles et c'est des humains qui vont les lire? Je vois des cas de figure où quand même ça peut être utile. Alors Ah moi, ouais? je parle pas forcément d'un article généré entièrement par IA. Je parle plus spécifiquement d'énormes sets de données complètement inexploitables pour le tout venant et de pouvoir faire des pages générées complètement artificiellement, Ok. mais qui soient lisibles pour un humain, où on puisse lire clairement, par exemple, des statistiques. Si tu t'intéresses sur une statistique en particulier, qu'il y a un Ah, article qui t'explique une statistique, qui te dit en 2018, 25% des Français n'ont pas eu accès à tel truc, et que ce soit écrit de cette manière-là, peut-être avec une introduction qui, elle, soit écrite à l'avance pour tous les résultats de ce type-là, tu vois. Par exemple,
beaucoup de personnes se demandent machin. Et en fait, ça permettrait comme ça de générer plein de données exploitables par des humains parce que c'est dur en fait aujourd'hui. L'INSEE génère beaucoup de données, plein d'instituts de recherche, plein de trucs fournissent de la donnée. Et j'ai peur que cette donnée devienne de moins en moins exploitable par les humains parce que de plus en plus, il n'y aurait pas besoin que ça passe par l'humain puisque on va directement feed ça, on va directement donner ces données à des intelligences artificielles et pour les exploiter. Il faut quand même que l'humain arrive là-dedans sans avoir besoin d'être un data analyst à pouvoir exploiter ces données. Et dans ce cadre-là, si c'est expliqué, si on te le dit clairement, cette donnée-là a été générée par un algorithme, tu vois, ça m'intéresserait, notamment parce que moi, je pense que j'aimerais créer des outils comme ça un jour. Et du coup, j'aimerais pas qu'on jette en bloc l'idée de créer des données qui ont l'air d'être écrites par des humains. Parce qu'en fait, c'est pas forcément. Le but n'est pas forcément de se faire passer par un humain, mais c'est juste que si tu veux qu'une donnée soit lisible par un humain, enfin pas malheureusement, mais tu vas devoir faire quelque chose qui semble être écrit par un humain. Ouais, le rendre accessible en le mettant sous une forme plus parlante Ouais, que genre il y a des un outils qui énorme existent tableur ou des graphiques. Il y a des outils qui existent comme ça. Sous forme de phrases, quoi, genre des paragraphes qui vont décrire des évolutions, des choses comme ça. Il y a des outils, datagouv.fr, ils ont proposé des outils pour connaître combien tu paierais de cotisation en créant une entreprise, par exemple. Ok. Et ces outils-là te font des phrases. Ils te pointent pas vers des articles de loi. Donc imaginez un peu que ce serait quand même beaucoup plus simple que les articles de loi. Tu mets ta situation et au lieu de te donner les articles de loi, au lieu d'aller sur Légifrance et tomber sur l'article 869.2, tu as un article qui t'explique dans ta situation ce qui se passe, quoi. Et sachant que tu ne trouveras jamais exactement ta situation sur Internet, tu es toujours dans une situation très particulière où c'est pas ce qui t'est arrivé à toi. Et ça serait bien de pouvoir formaliser ça de manière automatique. Ouais, Mais bref, il y avait eu un par truc rapport à la comme ça question. qui avait été fait récemment, c'était GPT, je sais pas si tu te souviens de ça. C'est quelqu'un Oui, qui mais avait essayé ok. d'entraîner. Je réitère que moi, je ne suis pas pour l'utilisation d'une intelligence artificielle large language model pour générer l'intégralité de l'article, hein. Ça, je pense que c'est un problème. Mais quelqu'un avait essayé de faire un chatbot légal entraîné spécifiquement sur tout le corpus des lois françaises et d'essayer que le chatbot soit genre un expert avocat et tu lui expliques ta situation, il est censé te donner et tout, ça s'appelle LegiGPT. Je sais pas du tout où ça en est, si ça a avancé, mais on avait vu ça sur stream il y a genre 2 ans peut-être maintenant. Non, c'était quand ChatGPT est sorti, donc c'était peut-être il y a 1 an. Mais dans la plupart des cas, oui, c'est choquant et je déteste ces articles. Ouais, c'est clairement un problème, ouais. Bonne question en tout cas, bonne question. Ok, alors prochaine question. Ouais, je te laisse. Je fais un gros dooming sur la possibilité que notre génération connaisse le conflit mondial le plus meurtrier de l'histoire. Ah oui, d'accord. Ok, on est sur un dooming, c'est pas juste un gros dooming là, c'est genre le dooming le plus immense possible. D'accord. Je vous demande donc des arguments percutants de dédooming en faveur de l'absence d'un tel conflit. Déjà, on a dit qu'on disait défaitisme sur ce podcast. On n'utilise plus les mots comme dooming, les gens, attention. Donc, tu es extrêmement défaitiste en gros quant au futur parce que tu penses que on a un risque de conflit mondial le plus meurtrier de l'histoire. Bah, c'est vrai qu'il y a des éléments qui nous montrent qu'il y a sans doute des puissances, diverses puissances dans le monde qui n'auraient pas vraiment de soucis avec le fait d'avoir un gros conflit. Après, j'ai vu tout le monde, tu sais, quand les US ont bombardé les Houthis au Yémen, il y a 1 semaine ou 2 semaines, je sais plus, il y a énormément de gens qui disaient « Ah, ça y est, c'est le début de la 3e guerre mondiale, ça y est, ça va lancer le conflit, ça, plus Gaza et tout, c'est le début de ce truc-là. » Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont tendance à vraiment exagérer, à pas se rendre compte de l'état actuel du monde
et de penser que des choses extrêmement ciblées, ponctuelles, comme les frappes sur les Houthis qui bloquaient le commerce international, c'était le début d'une guerre mondiale. Je rappelle que ce truc-là, il y avait les Nations Unies qui étaient... les Nations Unies se sont tous prononcés, dont la Russie, dont la Chine, dont tout le monde était d'accord en fait pour dire non, c'est pas ok de bloquer le commerce maritime. C'est un immense problème pour un tas de pays et notamment des pays pauvres qui ont besoin des ressources transportées. Enfin bref, c'était un souci. Donc, là, je m'éloigne un peu de la question, mais c'est juste pour montrer que de temps en temps, on a tendance à penser que la Troisième Guerre mondiale est à deux doigts d'arriver, et pour l'instant, à chaque fois, les gens se sont gourés là-dessus. Donc, je pense que ça, c'est un peu un biais de catastrophisme et de défaitisme, mais moi, je ne crois pas du tout que ça va avoir lieu. Hein. Sur quels éléments je me base pour dire ça? Je pourrais citer Ouais, ok, vas-y, pardon. Il y a aussi le fait que le monde est massivement armé en armes nucléaires. Et techniquement, du coup, ça fait que personne veut les utiliser, puisqu'ils savent que tous les autres sont capables de les utiliser. Donc ça, faut pas l'oublier non plus. Et aussi, sur le concept de l'arrivée du conflit le plus meurtrier de l'histoire, malheureusement, faut aussi, je sais que c'est dur, faut aussi performer le fait que ça a peu de chances d'arriver. Parce que plus les mentalités se mettent dans une situation où ils pensent que ça va arriver, plus ça génère l'idée que les gens vont lancer le conflit, plus ça génère l'idée qu'il faut rentrer en conflit pour sa propre défense. Il y a plein de populations qui ont été complètement poussées dans des délires militaristes, dans l'idée que eux allaient se faire attaquer et que la guerre allait arriver, et qui aujourd'hui n'auraient pas une volonté guerrière et militaire si jamais ce récit n'avait pas été avancé. Ouais. Et donc encore une fois, c'est le coup de la prophétie autoréalisatrice. Techniquement, penser que la guerre va arriver, le conflit le plus meurtrier de l'histoire va arriver, augmente les chances que ça arrive. Donc, oui, ça contribue. Plus il y a de gens qui pensent que la Troisième Guerre mondiale est imminente et donc faut se réarmer, non démographiquement, il faut se préparer, il faut s'entraîner, il faut investir dans l'industrie de l'armement, dans l'armée, augmenter les budgets de l'armée, etc. Plus il y a de gens qui se préparent à la guerre, plus en fait tu prépares littéralement la guerre et tu augmentes les chances qu'elle arrive. Donc faut sortir de ce délire absolu. Il y a un autre truc aussi pour moi qui a pas mal changé le contexte, à mon avis, géopolitique par rapport aux conditions de 1918, 1945, enfin les précédents immenses conflits mondiaux. C'est l'interdépendance commerciale et économique du monde entier. Ça veut dire que aujourd'hui, les grands blocs impérialistes, donc il y a les Américains, il y a la Russie, il y a la Chine. Après, il y a l'Union européenne. Ça va être difficile de dire que c'est un bloc vraiment de la même façon que ces autres blocs, mais ces blocs-là sont beaucoup plus interdépendants économiquement au niveau du commerce. On sait à quel point les économies de la Chine et des États-Unis sont complètement interdépendantes. Il s'agit de capitaux, il s'agit de marchandises. Et il y a un truc quand même sur lequel on peut dire, bon, les néolibéraux, ils ont peut-être quand même apporté un truc positif dans le monde, c'est le fait que tous ces pays soient interdépendants économiquement pour le commerce, pour tout un tas de ressources, pour le niveau de développement de leur économie, pour toutes les technologies modernes, l'informatique, etc. Enfin, tout le monde est interdépendant. Ça fait qu'il n'y a quand même pas vraiment d'intérêt court terme pour des raisons de business, pour des raisons de commerce, pour des raisons de niveau de vie, de confort de la population. Il n'y a plus vraiment de raison. Enfin, pourquoi est-ce que les US iraient faire une guerre mondiale? Pourquoi la Chine ferait une guerre mondiale pourquoi ces trois blocs s'affronteraient? Après, vous allez me dire, oui, mais la Russie a envahi l'Ukraine. Ouais, mais c'est pas du tout la même chose que la guerre mondiale. Je rappelle 1945, guerre mondiale, il y a genre vraiment un nombre très restreint de pays qui n'ont pas participé, dont l'armée ne s'est pas lancée dans le conflit, et c'est des conflits qui font des centaines de millions de morts. Enfin, c'est des échelles. C'est quand même ouf quand on repense à ce qui s'est passé au XXe siècle. C'est quand même complètement
fou Ouais, ce qui s'est passé, mais et oui. d'ailleurs, moi, ça me fait plus peur quand il y a des traités où on arrête des échanges entre la Chine et les États-Unis sur des composants ou des matériaux ou des choses comme ça. Ça me fait plus peur ça que des déplacements de troupes ou des choses comme ça. Parce que les déplacements de troupes, oui, dans les faits, il se passe des vraies choses. Mais ce qui ferait le plus peur, c'est qu'il n'y ait plus aucun lien d'interdépendance en fait entre deux énormes puissances. Oui, Et d'ailleurs, il y a la création d'un espace monétaire actuellement qu'il faudrait réussir à. Enfin, là, venez, on met au pouvoir des gens qui veulent techniquement faire des choses géopolitiquement, parce que géopolitiquement, il faut aller dans ces nouveaux espaces monétaires et savoir comment on fait pour que ce soit pas juste deux espaces monétaires qui n'aient plus aucun lien l'un avec l'autre et qu'on réussisse à. Parce que jusqu'à maintenant, on était dans une impression de paix parce qu'on dépendait tous du dollar. Venez, on met en place des nouvelles structures, notamment des structures diplomatiques avec l'ONU, des choses comme ça, pour pas, du fait de l'apparition de deux blocs économiques, de l'apparition aussi de tensions militaires, tu vois. oui, oui, oui. Voilà. Après, il Du coup, faut aussi se je sais pas si on demander, a. Ouais. faut aussi se demander est-ce que les populations sont prêtes à. Parce que les guerres mondiales, il y a eu. Enfin, je pense que les gens sont plus à même de se défaire de propagande ultra nationaliste, ultra guerrière. Tu vois, enfin, l'Allemagne nazie, il a fallu quand même un niveau de désinformation, de panique morale absolue, collective, de prise d'influence d'un pouvoir fasciste, de flatter des tendances racistes. Enfin, tu vois, ils se sont servis d'un contexte de conscience sociale d'une société qui pouvait basculer dans le conservatisme, qui avait tous ces biais-là. Tout ça n'est pas disparu aujourd'hui. Je dis pas que c'est disparu aujourd'hui, mais je dis que, à mon avis, avec la façon dont fonctionnent les informations aujourd'hui, avec Internet, avec la liberté de la presse, la liberté d'information, les gens sont beaucoup plus éduqués dans le monde entier, pas juste en France, dans le monde entier. Les gens ont un niveau d'éducation, de conscience beaucoup plus élevé. Le fait que je sais pas combien de milliards de gens parlent anglais dans je sais pas combien de centaines de pays, et donc que les gens sont beaucoup plus à même de se comprendre malgré le fait qu'ils vivent d'un côté du monde et de l'autre côté du monde, parce qu'il y a la langue en commun. Il y a encore des blocs comme ça de gens qui ont moins ça, hein. Bien sûr, la Chine Ouais, et les États-Unis, mais les niveaux de conscience augmentent dans le monde entier, donc bah oui. Est-ce que vous théoriquement, pensez, est-ce que si aujourd'hui, même si le fascisme arrivait au pouvoir en France dans une autre timeline que la nôtre, parce qu'on n'est pas dans cette timeline, est-ce que vous pensez vraiment qu'il convaincrait la population d'aller attaquer le pays voisin et démarrer une guerre mondiale? Moi, je pense pas qu'il y aurait un petit groupe de gens qui seraient peut-être OK de suivre un tel mouvement, mais bon, c'est pas. Après, je vais maintenant passer sur Et l'arme une nucléaire, dernière bien sûr, manière. qui empêche tout ça, de toute façon. Une dernière manière de répondre à cette question pour clôturer. Ce sur quoi on a un moyen d'action clair et net vaut la peine de s'inquiéter. Ce sur quoi on n'a pas vraiment de moyen d'action ne vaut pas la peine de s'inquiéter. C'est-à-dire que pour le moment, il n'y a pas d'appel à rentrer en guerre dans notre territoire, dans notre pays. Donc, on ne peut pas faire un mouvement anti-guerre pour notre pays, quoi, en gros. Donc, moi, je pense qu'on va pas s'inquiéter de l'arrivée de la guerre la plus meurtrière de l'histoire tant, que- tant qu'elle n'est pas là, quoi. Dans votre vie de tous les jours, je veux dire. Il faut pas que ça vous atteigne, vous, psychologiquement. Ce serait vraiment horrible de s'en inquiéter alors de toute façon, vous pouvez rien faire pour le moment. Donc, essayez d'être bien dans votre vie, quoi. Essayez de profiter de votre vie, justement, tant qu'on est dans un moment de paix. Oui. Et si vous voulez agir politiquement, agissez sur des choses qui sont réalisables à votre échelle. Notamment, il y a les élections européennes qui arrivent et convaincre 2-3 personnes, parler de 2-3 personnes autour de vous du fait que c'est les européennes pour qui ils vont voter, etc. Pour moi, c'est un truc, voilà, c'est pas la mer à boire, c'est pas un truc complètement lointain dont on s'inquiète, etc. Ouais, ouais.
en agissant, en plus, je vous promets que vous vous sentirez mieux et vous sortirez aussi de cette ambiance défaitiste, déprimante que les médias mainstream essayent d'instaurer en parlant que des choses les plus horribles qui se passent dans le monde et en France et qui invitent l'extrême droite et le reste de la droite à longueur de journée. Vous sortirez de ça si vous allez juste participer au mouvement sur le terrain en faisant des trucs. Je vous promets que ça va vous sortir de cette vibe. C'est dur à entendre pour des gens où c'est vraiment une angoisse ou une anxiété qui est réelle et tout. Mais en fait, c'est vraiment le truc du pessimisme de la pensée, de l'optimisme de l'action. Il faut être capable de savoir que ces choses-là sont possibles, ces choses-là peuvent arriver, ces choses-là sont dangereuses et qu'il faut mettre en place des choses pour les empêcher, que ce soit pour les guerres, que pour l'écologie, etc. Mais il faut être aussi capable au quotidien d'agir en partant du principe qu'on va pas être dans la pire timeline. Parce que c'est que de cette manière-là où on peut un petit peu profiter de la vie et avoir l'énergie d'améliorer les choses. Et c'est dur de comprendre que c'est pas la même chose que de se dire que c'est pas de vivre dans la négation. C'est pas de se dire ça ne peut pas arriver, c'est de se dire pour le moment je peux rien y faire. Donc partons du principe que ça n'a pas lieu et que tu vois et que je vais pas me recevoir une bombe là tout de suite sur la tête quoi. Voilà, après c'est compliqué hein, Question compliquée mais on a fait du mieux qu'on a pu hein. On va pas vous dire ça ne va pas arriver du tout, tu vois. Non, mais finis pas là-dessus. Finis là-dessus. Question suivante. Aïe, 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 aïe. Question suivante. Comment concilier engagement politique et travail à temps plein, pas forcément uniquement du point de vue de l'agenda, mais juste de l'équilibre corpo-militant pour pas se faire blacklister par les employeurs. Attends, la question que t'as mis à l'écran, c'est pas... J'ai raccourci un petit peu pour l'écran. Ah, ok, je comprenais pas, ok. Ok, alors attends, comment concilier engagement politique et travail à temps plein, niveau agenda, mais surtout pour pas être mis sur la liste noire par les employeurs. Déjà, ça c'est compliqué. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est de ne pas mélanger sa vie personnelle et sa vie professionnelle, même si pour beaucoup de gens, les seules personnes qui côtoient au quotidien, ça va être leurs collègues, et donc leurs amis, ça va être leurs collègues de travail. Ça, pour beaucoup de gens, c'est le cas. Mais personnellement, je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait une division très claire entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle. De refuser par exemple de donner c'est-à-dire ton numéro de téléphone, ils l'auront peut-être parce que vous avez eu un entretien d'embauche, mais à partir de ce jour-là, une fois que vous êtes embauché, vous n'avez pas de portable en fait. Ça n'existe pas. S'ils veulent vous joindre, ils ont qu'à vous donner un portable pro. Ouais. Du coup, les gens ne savent pas techniquement ce que vous faites. Et un portable perso et un portable pro, quoi. Ouais, non, mais c'est même pas à toi de proposer d'avoir un portable pro, quoi. C'est à eux de te le donner si jamais ils veulent te joindre. De pas. Si les gens vous demandent ce que vous avez fait le week-end et tout, c'est cool, vous pouvez en parler, mais si vous avez pas forcément à partager que vous êtes dans telle ou telle organisation politique ou que vous faites telle ou telle action syndicale ou je ne sais quoi. Ouais. Si vous avez. Enfin, si c'est syndicat de cette entreprise, du coup, mais. Ouais. Si vous êtes protégé normalement par la loi, le truc c'est que comment vous prouvez que vous étiez dans un syndicat, c'est très dur après de prouver que vous avez été viré pour une action syndicale parce qu'ils vont vous virer pour une raison autre. Donc là-dessus c'est compliqué aujourd'hui, mais vous pouvez, une fois que vous êtes dans un syndicat, dire à votre patron faites attention, si vous me virez c'est parce que je suis dans le syndicat et du coup vous avez ce moyen-là. Le problème, c'est bon, ça a des limites et que derrière, c'est vrai que tu pourrais te retrouver. Ça dépend de ton domaine d'activité, hein, bien sûr. Parce qu'il y a beaucoup de domaines d'activité où les patrons vous font croire qu'ils se parlent tous entre eux, etc. En fait, c'est complètement faux. Vous pouvez du jour au lendemain passer à l'autre entreprise et personne. Peut-être ils vont l'appeler, mais il y a une grande chance qu'ils ils vont pas l'appeler en fait. Ils vont pas faire les recherches sur tous vos anciens employeurs, etc. Mais les gens dans Mais le monde oui. du travail ont tellement peur de ce truc de se faire blacklister. Mais ouais. Mais après, c'est horrible, hein, ça existe tellement.
Après, même si c'est J'espère. rare, il y a aussi des entreprises où c'est bien vu aussi, hein. Je sais que c'est rare. Je sais que c'est. Faut pas partir du principe que vous allez tomber dans ce cadre-là de Faut avoir vie. des collègues basés. Et ça arrive, hein, mais Mais bon. il y a des entreprises dans lesquelles on reconnaît la valeur, genre, ah, cette personne-là est dévouée pour ce qu'elle fait, c'est cool. Euh, Prenez un pseudonyme si vous mettez des tweets. Ne tweetez pas en votre nom propre. Ça peut être. Ça peut être bien que quand on fasse une recherche vite fait sur Google, on tombe pas sur votre dernier tweet en réponse à Macron explosion sur les gilets jaunes et tout quoi. Ou sinon, Euh, faites-le et assumez les conséquences derrière aussi. Moi, c'est ce que j'ai fait, hein. Moi, ouais, mais justement, là la question c'est comment ne pas avoir à assumer les conséquences. Donc essaye de pas dire. ouais, d'accord, d'accord. Mais moi, Faites un profil. moi, Ouais. au travail, ce que je faisais, moi, je parlais politique avec mes collègues, mais en dehors, genre après, quand on allait, et surtout, c'était une des petites entreprises, les relations entre les salariés et le patron, entre guillemets, c'était genre tout le monde se connaissait, même le patron, machin. Donc, je faisais en sorte qu'on puisse, après le boulot, sortir, prendre un verre juste avec les collègues et pas le gars qui possède l'entreprise, quoi, le patron. Et là, je parlais de trucs politiques. Enfin, je parlais de tout ce que je voulais. Je disais ce que je pensais et tout. Mais j'avais pas un but long terme de rester dans cette industrie sur le très très long terme, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je Faites sais pas. Moi, j'ai une expérience personnelle limitée là-dessus. faites une page LinkedIn. Après 8 mois, j'étais plus dans l'entreprise, quoi. Ok, bah merci pour les conseils du coup. Faites une page LinkedIn où vous êtes littéralement un pantin du capital Oui, sur bon votre page conseil, ça. LinkedIn. Très important de faire ça. Vous êtes littéralement le gendre modèle qui a voté à toutes les élections ce que votre patron a voté, vous voyez? Mais Vous êtes cette personne sur LinkedIn. C'est le premier, votre objectif. Premier, quand on cherche votre nom sur Google, on tombe sur votre page LinkedIn. Vous avez votre belle image de profil, les petites recommandations de vos proches. Ouais, en fait, Euh, c'est pour ça tous les mêmes LinkedIn, genre c'est la pire plateforme, c'est horrible et tout. En fait, c'est parce que tout le monde met un masque et essaye de performer le plus possible les takes et je, néolibérales les plus désastreuses et du coup, ça devient un concours de qui peut faire le post le plus ridicule. Dépasser. Ok, je vois dans le chat la personne qui a posé la question qui dit je peux pas faire ça, j'ai essayé, j'ai vomi. Allez jusqu'au bout. Faites le truc qui vous fait le plus vomir, allez jusqu'au bout. De toute façon, c'est LinkedIn. C'est ça qui est bien. On sait que tout le monde ment complètement, qu'il y a un énorme artifice. Donc personne va tenir rigueur de cette page dans votre vie personnelle. Allez Tout le loin, en monde va. fait, écrivez des posts LinkedIn comme si vous essayez de faire une parodie, genre pour faire marrer vos potes. Vous essayez de faire une parodie du pire post LinkedIn possible et juste vous faites ça, premier degré et votre patron va juste liker, Ouais, va non mais juste c'est dire c'est important de du bon comprendre ça. contenu. C'est important de comprendre que personne de sain d'esprit va prendre en compte votre profil LinkedIn ou ce que vous mettez sur LinkedIn pour votre vie personnelle. Les gens vont soit sont fous complètement et sont des gens qui utilisent LinkedIn premier degré. Ces gens-là, de toute façon, vous vous en foutez de les avoir dans votre vie. Soit sont des vraies personnes qui existent dans la vraie vie et quand ils vont voir vos posts sur LinkedIn et vos CV, ils vont comprendre que vous essayez juste de trouver un job en fait. Et Bah que oui. c'est pas ce que vous pensez et que de toute façon, s'ils parlent avec vous, au bout de 2 secondes, ils vont comprendre que c'est pas vous. Donc, vous inquiétez pas que sur LinkedIn, vous faites un compte et que ça vous représente pas, c'est pas grave. Vous êtes sur LinkedIn pour avoir une belle présentation si un employeur vous cherche. Enfin, vous n'êtes pas obligé de. Le but, c'est pas de mentir, c'est juste de faire quelque chose qui est euh, euh, adapté à un employeur. Ouais, Qu'un employeur voit votre ça et objectif c'est plaire voit aux vos employeurs, talents ouais. d'employé. Voit pas parce qu'en fait, on sent votre employeur, si jamais il vous embauche ou pas sur la base de données personnelles, de vos croyances religieuses, politiques, etc., cette personne est dans le faux. Donc, vous rendez service à votre employeur en créant un contenu qui met en lumière uniquement les aspects qui sont utiles
pour lui pour faire une décision sur la base de votre travail que vous allez avoir quand il va vous embaucher pour votre force de travail. Donc n'en ayez pas honte. Mettez littéralement ce que votre employeur veut voir. Mettez quelles études vous avez fait, dans quelle entreprise vous avez travaillé, en quoi ça vaut le coup de vous prendre pour ce job. Et oui, malheureusement, ça doit être complètement sous le prisme du libéralisme, de l'entrepreneuriat, etc., puisque c'est ce qui va être le plus adapté à la vision de votre employeur. Mais du coup, pourquoi ça s'adapte à ce conseil-là? C'est quand on va chercher votre nom, on va tomber sur ça quand on va vous chercher, parce que vous, de votre côté, vous aurez fait tous vos combats politiques, etc. Peut-être si vous avez vraiment peur d'être mis au banc par les employeurs, vous l'aurez fait avec un pseudo. Donc même si vous êtes doxé ou quoi, vous en fichez, parce que l'objectif c'est un employeur, il va pas aller plus loin que la page de Google s'il recherche votre profil sur internet, et s'il tombe en premier lieu sur vos posts LinkedIn et sur votre CV, ça suffit en fait pour juste aller jusqu'à l'entretien d'embauche. Il n'y a pas eu de red flag sur la recherche Google. Vous arrivez à l'entretien d'embauche. Dans l'entretien d'embauche, vous parlez que du job. Il n'y a aucune raison qui s'inquiète de votre penchant politique ou votre syndicalisme ou je ne sais pas quoi. Vous êtes plutôt réformiste ou révolutionnaire, vous? Non, mais ça, de mon point de vue, c'est un bon conseil. Voilà. Après, c'est pas mal, ouais. Moi, ça a bien marché. Pour moi, ça a bien marché. J'ai pas eu de problème vis-à-vis de ça dans mon emploi. Après, aujourd'hui, je ne recherche pas aujourd'hui à être employé, donc j'ai plus affaire à ce genre de choses-là depuis un moment. Pareil. Mais après, c'est extrêmement. La réponse à la question est tellement dépendante de ton environnement, de c'est quoi tes relations potentielles au travail. Enfin, tu vois, c'est super compliqué comme question, mais. Moi, techniquement, le truc de. Si tu googles mon vrai nom, vrai prénom, je pense que je suis toujours employable techniquement. Hein. Sauf peut-être si tu tombes. Non, tu sais, c'est quoi le truc le plus. Sur la page de ton père, en fait, qui est multimilliardaire. Oui. Non, mais je crois que le truc le plus dangereux pour moi, c'est si tu tombes sur la page PolityWiki finalement, parce que c'est la seule page où il y a mon vrai nom. Tu diras c'est un homonyme, vous inquiétez pas. Oui, c'est un homonyme, ouais. Dites c'est un homonyme si on vous retrouve, si vous faites le truc de pseudo. Après, tenez-vous à carreau pendant les mois de période d'essai. Ouais. Ouais, non, mais vraiment, genre. Une fois que vous êtes. Si vous avez le CDI, après là, on parle spécifiquement des gens qui. Dans des industries où tu peux avoir un CDI, en fait, parce que bon, actuellement. Mais. Non, mais oui, mais je pense que c'est le cas de figure là. Oui, une fois que vous êtes avec le CDI, vous êtes bien, quoi. Si vous avez un CDI, prenez-le pendant votre période d'essai. Essayez de pas faire de vagues, essayez de pas lancer des discussions politiques. Lancez pas un gros mouvement de grève en plein milieu de l'open space. Malheureusement, je suis obligé de vous donner ce genre de conseils-là parce que on peut vous virer sans explication pendant la période d'essai. Une fois que la période d'essai est finie, bon, déjà, faites pas le coup de une fois que la période d'essai est finie, vous travaillez plus ou quoi. Par contre, vous pouvez commencer à demander vous avez un syndicat dans votre entreprise? Oh, c'est bizarre, il y en a pas. Je peux vous aider à en créer un si vous en avez besoin d'un. Vous savez que c'est quand même très dur de vous virer, hein, encore aujourd'hui. Non, mais c'est pour le dialogue social. Je vous promets que le dialogue social, c'est bon pour les deux parties, employeur et employé. Ouais. Attends, j'avais un truc à rajouter, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui. Aussi, vous pouvez juste quitter votre emploi. Ouais, non, moi, je vais pas. Meilleure stratégie. Non, mais c'était une blague. Et un truc en plus. Vous pouvez aussi. Parce que là, la question, c'est comment je concilie engagement politique, etc. Ne croyez pas que forcément vous devez être engagé genre 10 heures par semaine, faire des actions. C'est super de le faire si vous voulez, si vous pouvez, si vous avez les moyens. Mais par exemple, juste utiliser une partie de votre salaire pour financer des projets dans lesquels vous croyez qui peuvent avoir un super impact, que ça soit des mouvements politiques, des partis, des associations, des produits plutôt que d'autres. Des produits plutôt que d'autres, des gens qui font du contenu, n'importe quel truc que vous pensez peut avoir un impact positif.
Ça, c'est une façon de le concilier. C'est genre, Ouais. je vais utiliser Non, ça, mon c'est un temps bon pour conseil. avoir de l'argent et je donne ça à des gens qui vont pouvoir utiliser cet argent pour Et eux pas que. dépenser leur temps. Par exemple, c'est ce que vous faites littéralement avec moi. C'est moi, si j'avais pas des dons, je serais obligé de prendre un emploi et donc je pourrais plus faire l'activité que je fais, qui est peut-être d'intérêt général, peut-être pas. Hein, peut-être que ça, Genre c'est. déléguer le fait d'être blacklisté à Badmulch. C'est Lui ça en sera fait. blacklisté à votre Non, mais place c'est par tous les littéralement ça. C'est employeurs. vous contribuez au truc si vous utilisez, vous redirigez le flux monétaire vers Ouais. des gens qui, eux, sont Et- blacklistés mais plus ou c'est moins. mais c'est bien que tu dises aussi, n'ayez pas l'impression que vous avez besoin de vous engager à un degré fou. Oui, C'est-à-dire la marge de manœuvre avant que une seule de vos actions soit perceptible par vos collègues de travail ou par votre employeur est immense. Le degré de choses que vous pouvez faire en vous impliquant et que ça ait aucun impact sur votre vie au niveau du travail, c'est fou. C'est-à-dire, ça va du niveau des discussions auprès de votre famille, de vos amis, jusqu'au niveau d'une action sur Internet sous pseudonyme, jusqu'au niveau d'actions au sein d'associations ou même au sein même de l'entreprise, mais de manière hyper subtile, sans jamais qu'on comprenne ce que vous êtes en train de faire. Que, en fait, les gens sont pas hyper renseignés et politisés. Donc, au sein d'une entreprise, juste proposer une semaine de 4 jours, de la manière dont vous le proposez, vous pouvez ne jamais être étiqueté de gauche ou soviétique ou socialiste. Vous proposez-le pouvez avec juste. l'argument que ça va augmenter les profits de l'entreprise, tout simplement, parce qu'en fait, dans les faits, ça les augmente. Ben oui, On a en fait, des études là-dessus. Envoyez des études à il y l'employeur. a énormément de choses qu'on peut faire sans même avoir à commencer à se dire bon, mercredi soir, je dois aller à tel endroit pour rencontrer telle personne. Non, en fait, avant d'arriver à ce cadre-là, vous pouvez faire énormément de choses en fait. Hein. Et oui. Et oui, oui, oui. Excellent. Alors attends, est-ce qu'on a. Je crois qu'on a terminé les questions. On a terminé Je, les questions. je N'hésitez pas à vérifie. continuer à en poser. Si vous écoutez en replay cet épisode, ben, merci beaucoup. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et tout. Et vous pouvez vous aussi, pendant la semaine, nous poser des questions, lerendez-nous.fr, nous soutenir. Oui. Euh, et de cette manière-là, la semaine prochaine, nous y répondrons. On laisse aucune question. D'accord? Jusqu'à maintenant, on a tenu à répondre à toutes les questions et on a réussi. On ira Enfin, jusqu'au bout, à chaque fois. je crois qu'une fois la réponse c'était je sais pas, mais c'était quand même une réponse, donc voilà. Faut- Bah merci. Euh, Merci les gens. Et on se merci d'avoir donne écouté. rendez-nous la semaine Et- prochaine. oui, écoutez, allez voir le film Will Hunting, Good Will Hunting. Good Will Hunting. Rendez-nous la semaine prochaine. Ciao. Salut.